Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Instant Politique. Oui, nouvelle émission de Instant de Média. Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce nouveau format qui est très important pour nous. Oui, élection présidentielle oblige, vous vous dites bien que il y a des choses à dire et c'est vrai que le paysage médiatique actuel nous a poussé justement à venir à votre rencontre en vous permettant d'avoir des entretiens qui vont vous permettre de mieux décrypter cet univers politique, cet univers étatique. Si vous avez d'ailleurs des questions, nous sommes ravis de pouvoir les recueillir à travers les commentaires que vous pouvez laisser sur notre chaîne YouTube ou différents réseaux sociaux. Vous êtes les bienvenus, vous étiez notre première motivation justement à faire cette émission à la veille de l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Richard Brun, que je tiens à préciser dans un premier temps. Richard qui est d'abord un ami et je le remercie sincèrement d'être présent sur ce plateau. Bonjour Richard. Bonjour. Comment tu vas ? Merci de m'inviter. Ça va très bien. Et je suis très content de pouvoir expliquer un peu la France et ce qu'elle devient. Exactement. J'ai rencontré Richard, pour que vous le sachiez en toute transparence, justement lorsqu'il était conseiller du ministre des Finances aux Philippines. Et c'est vrai que c'était important pour moi, au fur et à mesure des discussions que nous avons eues ensemble, justement de lui dire, en fait, tu as tellement de choses à nous raconter. Et donc, du coup, en dehors de cette présentation que je peux faire, est-ce que tu peux justement en profiter pour te présenter succinctement, nous dire un peu qui est Richard Brun ? Voilà, bon, merci, bonjour, je suis un professionnel de la finance et de l'économie depuis plus de 40 ans. J'ai été, après des études classiques, Sciences Po, sciences économiques, etc., je suis entré à la Banque de France. Puis de là, je suis très vite parti à l'étranger. J'ai été conseiller financier pour l'Amérique latine, attaché financier pour l'Amérique latine. Puis je suis revenu, je suis allé à la Banque mondiale. Ensuite, j'ai conseillé le gouvernement syrien pour moderniser sa situation, sa structure économique et financière. C'était en quelle année la Syrie du coup ? La Syrie, c'était entre 1995 et 2003. Là où personne ne voulait y aller à l'époque. Personne ne voulait y aller à l'époque et le patron, c'était Hafez el-Assad. D'accord. Et je suis parti après que son fils ait pris le pouvoir. C'était pas encore la guerre civile. D'accord. Et j'ai essayé de faire de ce pays qui était totalement stalinien et totalement soviétique, de faire de ce pays un pays qui fonctionne à peu près comme nos économies à nous. Après ça, je suis revenu et je suis devenu le chef économiste à l'agence France Trésor. Et je participais avec toute l'équipe, on faisait la stratégie de gestion de la dette de la France. D'accord. Et j'ai fait ça pendant 3 ans et demi, près de 4 ans. Puis j'ai demandé, on m'a proposé de partir en pré-retraite. Et là, je suis redevenu ce que j'ai été, c'est-à-dire je suis devenu consultant international. J'avais travaillé avec la Banque mondiale aux États-Unis et je suis consultant soit pour la Banque mondiale, soit pour la Banque asiatique, soit pour le gouvernement australien, le gouvernement britannique, le gouvernement américain. Et je suis envoyé dans tous les pays du monde pour aider, alors je vais dire un gros mot, à la financiarisation des économies, la modernisation financière des économies et à les aider à développer une dette publique pour financer leur développement. Alors voilà. D'accord, on rentre dans le vif du sujet direct. Exactement. En fait, avec, j'ai donc passé au total, j'ai travaillé dans plus de 60 pays, soit avec la Banque mondiale, soit avec la Banque asiatique, etc. Donc je connais un tout petit peu les problèmes financiers des pays, les problèmes économiques et la façon d'y remédier. D'accord, alors ça tombe très bien parce que justement, une des raisons qui m'a poussé à t'inviter dans un premier temps, c'était parce que on peut considérer que chef économiste à l'agence France Trésor, on peut considérer que tu étais l'ancien patron de la dette de la France. Je faisais partie du team, de l'équipe, c'était un teamwork. D'accord. Je faisais partie de l'équipe qui gérait la dette française et qui, tous les matins, discutait de la stratégie à adopter, quel type de produits émettre, quel type de bonds, comment les émettre, et on discutait quotidiennement avec les banquiers, les financiers. En 2 mots, tous les gens
susceptibles d'acheter notre dette, donc de nous prêter de l'argent en achetant nos bons du Trésor, etc. Alors justement, moi c'est ma première question, une question qui me semble assez simple, parce que je pense qu'aujourd'hui très peu de personnes en France est capable d'y répondre, c'est qu'est-ce qu'une dette ? En fait, réellement, concrètement parlant, pourquoi la France doit emprunter ? Comment ça se passe ? C'est quoi une dette ? Avant de parler de la France ou de qui que ce soit, prenons Monsieur Dupont. Monsieur Dupont, il reçoit 1 000 euros de revenus, et puis il dépense 1 200. D'accord. Alors, pour dépenser 1 200, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui prête 200 qu'il n'a pas. Logique. Donc, il s'endette à hauteur de 200. Bon. Alors, la plupart des gens en France, dans tous les pays du monde, non, pas tous, dans les pays développés, ont des dettes. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir besoin d'argent, je ne sais pas, moi, pour acheter un appartement. Oui. Hein, vous gagnez 1 000 euros par mois, et ben vous allez acheter un petit appartement qui va vous coûter 30 000 euros, ben vous ne pouvez pas les payer, donc vous allez demander à votre banquier de vous prêter de l'argent. Donc vous serez endetté à hauteur de 30 000 euros. Oui. Voilà. Alors, on considère, c'est une image, hein, bien évidemment, on ne parle pas d'un appartement qui vaut 30 000 euros, c'est une façon de parler. Hein, voilà. C'est une façon de parler, oui. Non, mais c'est pour donner un exemple. Pour bien sûr, logique. Donc la dette, c'est ça. Le problème, c'est qu'il y a 2 types de dettes. Il y a la dette de Monsieur Dupont, qui va acheter son petit appartement et puis qui se met une dette sur le dos, puis qui va rembourser tous les mois pendant 20 ans. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a la dette de celui qui gagne 1 000 euros par mois et qui dépense 2 000 euros pour aller faire la fiesta sur la Côte d'Azur, pour aller au casino, pour... voilà. Et ça sont les États, alors ? Bah, beaucoup. Pas tous, mais beaucoup. Donc, celui-là, il va être dans une très, très mauvaise position. Malheureusement, le problème, c'est que s'endetter pour investir, donc pour avoir des revenus futurs, c'est une très bonne chose, et à la condition que les revenus futurs soient supérieurs au coût de la dette. Là, on rentre, on va dire, dans le business des entreprises. Par exemple, quand une start-up se crée, elle emprunte pour pouvoir exister, mais elle considère que ses revenus seront supérieurs et elle lui permettra de rembourser. Exactement. Mais il faut être certain que le coût de la dette va être inférieur au profit espéré de cet investissement. Si c'est l'inverse, on est mal, parce qu'à terme... Mais on a vraiment cette impression qu'aujourd'hui, les États empruntent. On se demande, on se demande comment ils arrivent à rembourser. Et c'est pour ça que c'était intéressant que tu puisses justement nous apporter cet éclairage, parce que on a qui aujourd'hui prête à des États qui, de toute façon, sont toujours endettés. Alors, 2 choses. La première, c'est que quand on parle de dette, d'endettement, il y a des tas de pays qui... La dette, c'est devenu quelque chose de très facile. Avant, il y a 30 ans, 50 ans, c'était très compliqué, en tout cas pour les Français, de s'endetter. On faisait des emprunts qui coûtaient cher, il fallait les vendre, etc. Puis on a adapté à la France les systèmes de dette américains, anglo-saxons en général, qui sont l'émission de bons du Trésor, etc. Bon. Et donc, ça a permis de faciliter l'accès aux investisseurs, parce que les gens aiment ça, les bons du Trésor, ils aiment ça, et donc d'augmenter, ça a facilité, j'allais dire, les mauvais comportements. D'accord. Si je peux m'endetter facilement et que ça me coûte pas trop cher, je m'endette. Pourquoi ? Si c'est pour jeter l'argent par les fenêtres, le pays se met en danger. Oui. Alors, il faut bien voir que historiquement, la dette française remonte au XVIe siècle, XIVe siècle. Dès le XIVe siècle, on empruntait déjà, les premiers bons du Trésor, c'était des bons sur la ville de Paris, datés de 1523, je crois. D'accord. C'est les premiers bons émis. D'accord. Et la France a passé son temps à s'endetter. Alors, à l'époque, c'était pour faire la guerre, c'était pour se payer des armées, etc. Et puis, la France aussi, il faut le reconnaître, elle a fait défaut sur un certain nombre de fois sur sa dette. C'est-à-dire quand on dit défaut, c'est-à-dire qu'elle n'a pas remboursé la dette promise. D'accord. Mais là, on parle justement du 15e ou du 16e siècle, quand ça s'est arrivé. Mais ça a recommencé à la Révolution. D'accord. Parce que la Révolution n'a pas pu payer, ils sont dus parce qu'il y avait trop de dettes.
Et puis, en 1945, alors une chose intéressante, pour voir comment on est passé, les bons du Trésor ont commencé à un peu disparaître à partir de 1945. Il y avait une dette très élevée, c'était 250% du PIB, qui avait été due, bah, évidemment, à au pillage par le gouvernement allemand, déjà. Ils ont pillé les finances publiques françaises, et puis les destructions, etc. Donc il y avait une dette en 1945, je crois que c'était près de 250% du PIB. D'accord. Et entre Bon, enfin, en même temps, 250%, parce qu'en même temps, comme le pays a été rasé, son oui, PIB enfin, est descendu aussi. Oui, mais enfin, le PIB, c'est quand même, ça veut dire quelque chose. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si on regarde le niveau de la dette en 1955 D'accord. ou 56, on tombe à 13%. D'accord. Alors, comment on fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Ouais. Comment on fait pour passer de 250 à 13%? Eh bien, c'est simple. On laisse partir l'inflation. À l'époque, à la fin de la guerre, l'inflation a monté à 70-75%. Et puis on explique vite fait ce que c'est l'inflation quand même pour tout le monde, l'inflation, c'est la hausse des prix. Voilà, ok. Évidemment, la guerre, encore une fois, on avait créé énormément de monnaie pour payer, parce qu'on n'avait pas d'argent, parce qu'il n'y avait pas d'impôts, parce qu'il n'y avait pas tout ça. Et donc, ça a créé de l'inflation. Et l'inflation a atteint 75-80%. Donc, à ce rythme, au bout de quelques années, après ça a décru, mais au bout de quelques années, la dette passe de 250 à 15%. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont payé, notamment ceux qui avaient des bons du Trésor, qui leur payaient un intérêt de 5%. Alors ceux-là, les prix augmentent de 75%, ouais, 80%, et on leur donne 5%. Et on leur donne 5% d'intérêt. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont perdu 75%. Ouais, voilà. Par l'éclair. Conclusion, en 1955-56, il est plus possible d'émettre des bons du Trésor, notamment les bons perpétuels. Je découvre avec stupéfaction que des hommes politiques qui veulent se faire élire aujourd'hui proposent le retour aux bons perpétuels. Je leur souhaite bon courage. D'accord. Alors on en parlera justement après, mais oui. Mais voilà, je veux dire, quand on a ruiné les gens, faut pas leur demander après de revenir pour prêter de l'argent. Oui, bien sûr. Et pendant des années, on a emprunté de l'argent à des prix phénoménaux. Je cite un exemple. Monsieur Antoine Pinet, qu'on appelait le petit génie de la finance, quand il a été ministre, il a émis un Pinet, un truc qui s'appelait l'emprunt Pinet. D'accord. Ah bah tout le monde l'a acheté pour la raison toute simple, c'est qu'il y avait une petite clause dans l'emprunt Pinet. Si on avait de l'argent investi en Pinet, on ne payait pas de droits de succession. D'accord. Donc, le Pinet, on pouvait acheter du Pinet à la bourse. Dès qu'il y avait quelqu'un d'important et un riche qui allait mourir, on voyait le cours du Pinet qui montait sur le truc parce qu'il y avait des gens qui achetaient du Pinet. D'accord. Et il y avait à la bourse, on disait « Ah, il y a encore une grosse fortune qui va nous quitter ». Et donc, ils avaient tout investi en Pinet, et puis quelques jours plus tard, le Pinet redescendait, parce que voilà. Mais faut pas oublier qu'en faisant l'avantage, en offrant cette possibilité, ça a coûté une fortune à l'État. D'accord. Le coût. Et pareil pour l'emprunt Giscard, qui était fondé sur l'or qui était à 35 $, l'once, et qui est monté à près de 1 000 $. Ouais. Needless to say, et pas la peine d'être génial pour comprendre que ça a coûté une fortune à l'État. Qu'est-ce qui s'est passé techniquement? Pourquoi on est passé de 35 $ l'once à 1 000 $? Ça a été les affaires Nixon, quand il a décidé de ne plus... l'or n'était plus... le dollar n'était plus convertible en or, etc. Et l'or, il n'y a plus de contrôle dessus. Donc les gens se sont... Voilà, ça a été de la spéculation sur l'or des années et des années. Parce que l'or avait été comptabilisé à 35 $ l'once en 1932 ou 33. D'accord. Et il n'avait pas bougé depuis 32-33. Donc en 70-75, il a repris ces trucs, compte tenu de
l'absence d'or, etc. Enfin, des stocks d'or existants. J'en profite pour faire une petite parenthèse parce que l'avantage de te connaître personnellement, Richard, c'est qu'on a énormément échangé pendant des années, pendant une dizaine d'années. Je crois que tu m'avais parlé justement, je fais une aparté sur l'or, de la Comex justement, qui était du coup l'agence qui gère justement le fait d'acheter de l'or, si j'ai bien compris. Et tu m'avais dit que si tout le monde demandait à obtenir ces lingots d'or, en réel, ceux qui détiennent un papier disant qu'ils ont de l'or, il paraît que le cours monterait parce qu'il y a beaucoup plus d'or vendu que d'or réel à ce moment-là. Disons que, bon, l'or, encore une fois, l'or, c'est fini l'or. Hein. On voit bien qu'actuellement, il bouge un peu quand il y a une crise financière, etc. Il bouge un peu quand il y a des guerres, parce qu'il y a un lingot d'or, on l'embarque, etc. Cela dit, c'est plus vraiment un truc où on investit pour une raison simple, une raison de base, c'est que l'or, ça rapporte rien. D'accord. Donc, quand on a d'un côté des produits financiers qui rapportent de l'argent tous les mois ou tous les ans, et puis de l'or qui rapporte rien et qui fluctue pas toujours dans le bon sens, l'or, c'est un peu... C'est plus c'est une valeur refuge en cas de... C'est une valeur refuge, je te dis encore une fois, en cas de guerre, quoi. Oui, c'est ça. Il faut qu'il y ait une grosse catastrophe. Voilà. Alors, est-ce que le Covid aurait pu être une valeur... Non. Non, personne ne va... Bon, puis il y a aussi, l'or est aussi utile parce qu'il y a des gens qui achètent de l'or pour frauder le fisc. D'accord. Voilà. Un fraudeur, ça vaut cher. Aujourd'hui, ça fait quoi, 1800 le baril maintenant? L'once. L'once. Bon, 1800 $ l'once, ça veut dire, ça fait quoi, 36 000 euros le kilo. Bon, 3 kilos, ça fait 100 000 euros. C'est pas mal, hein? Ouais. Donc, si on veut sortir de l'argent, on le met dans sa poche et puis on va en Suisse ou ailleurs. Voilà. C'est utilisé pour ça. D'accord. Alors, on est dans les années 70, justement. La dette, donc, est tombée. Elle va remonter. Alors, elle remonte. La dette... Je fais ça pour qu'on arrive à aujourd'hui, en fait, tout simplement, quoi. Bon, alors, la dette, pour parler clair, la dette, on peut la synthétiser avec un certain nombre de présidents. Voilà. La dette, quand Giscard s'en va, la dette, c'est à peu près 70 milliards de francs, c'est-à-dire 10 milliards d'euros. Voilà. Aujourd'hui, François Mitterrand arrive et il multiplie cette dette par... C'est là qu'on crée, c'est l'époque où on commence à créer des systèmes de dette modernes. Hein, et donc, François Mitterrand fait passer la dette en 14 ans, il la multiplie par 6, je crois, à peu près. D'accord. Ensuite, on a droit à Jacques Chirac. Pour faire quoi? Il a découvert avec le bonheur, je rappelle que si on avait de la dette, c'est qu'on dépensait, si on s'est endetté, c'est qu'on dépensait plus que l'on ne recevait. Autrement dit, les taxes n'étaient pas suffisantes pour couvrir les dépenses. Oui. Bon, on a embauché plus d'1 million de fonctionnaires. Fonctionnaires, ça se paye. Bien sûr. Et on a fait des cadeaux à tout le monde, on a créé des trucs dans tous les sens. Il a fallu les payer. On a mis la retraite à 60 ans quand tout le monde en Europe mettait la retraite à 65. Il a fallu le payer. Et comment on a fait? C'était facile parce qu'on avait inventé un système de dette avec les bons du trésor modernes, etc., qui permettait d'avoir accès au marché et d'emprunter de l'argent. Alors, ensuite, la dette a continué à augmenter avec Chirac. Je crois que le Chirac a fait 150% d'augmentation de la dette sur le total. Puis ensuite, on a... c'est pas un petit chiffre, 150%. Hein. Oui. Enfin, c'est rien peut-être par rapport à François Mitterrand. 500% de François Mitterrand. Oui, d'accord, ok. Voilà, c'est ça. Et puis en plus, la quantité devient grosse. Ensuite, il y a eu... alors, il n'est pas intégralement responsable. Il y a eu Sarkozy, il a eu la crise financière. Bon, alors donc, il a dû donner beaucoup d'argent pour empêcher que les gens rentrent dans la misère, etc. Mais bon, résultat, la dette a augmenté. Et puis, quand la crise financière s'est terminée, on n'a pas réduit la dette. Hein, parce qu'après, il y a eu Hollande. Alors, Hollande, pareil, ça a dû monter encore de 70 ou 80%. Et puis, le dernier, c'est Macron. Macron qui... Bon, alors, c'est vrai que il a décidé d'aider pour le Covid-19 et que ça a augmenté la dette. Mais il n'y a pas que ça. S'il y avait que les Covid-19 et la crise financière, on n'en serait pas là. D'accord.
Alors d'ailleurs, à partir de là, qu'est-ce qui se passe avec cette dette? Le problème, c'est que ça a été, comme on dit les Américains, et on a eu pour ce qui est de l'augmentation de la dette, on a eu ce qu'on appelle du benign neglect, c'est-à-dire on néglige les petits problèmes de dette pour la bonne raison. Alors tout le monde le dit dans toutes les radios, sur tous les écrans, notamment Mélenchon qui dit oui, mais la dette, c'est rien du tout, on paye moins de 1% de taux d'intérêt, donc ça ne nous coûte rien, il faut continuer à s'endetter, etc. Bah oui, mais 1% de taux d'intérêt, ça ne va pas durer. Donc une dette qui continue de monter, ça ne va pas durer. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que si on regarde la dette en termes patrimonial, c'est-à-dire de patrimoine, les gens ont beaucoup de mal à comprendre la différence entre des chiffres sur le stock et des chiffres sur le flux. Bon. Alors, j'ai apporté un petit graphique, celui que j'utilisais. Voilà, celui qu'on a affiché tout à l'heure, justement. On va le réafficher. C'est un graphique de l'INSEE. D'accord. Qui va de 77 à 2001. C'est le patrimoine de l'État. OK ? Vous voyez, le patrimoine de l'État, c'est la valeur nette du patrimoine de l'État. C'est le rouge avec les petites croix. D'accord. En 1977, le patrimoine de l'État, c'était 20% du PIB. En 2001-2002, c'était moins 30%. OK ? Et je suppose qu'aujourd'hui, c'est encore pire. Alors, on passe au deuxième, net gouvernement central. Si alors, tu as... Deuxième, oui, non, c'est l'autre. Le deuxième. Net gouvernement central. Le net gouvernement central, c'est peut-être le 3, alors. C'est celui-là. C'est celui qui est que tout bleu. Non, c'est celui qui est blanc. Blanc et bleu. Voilà, c'est celui-là. Exactement. Alors, vous voyez, là, on était à 2002. 2002, c'est là. Ouais. Et puis, maintenant, on est à 2019. Voilà où on est. C'est en pourcentage Non, ça, c'est en milliards d'euros. En milliards d'euros. En milliards d'euros. Là, on est à moins 1400 milliards. Voilà. Alors, on met là-dessus tout. C'est-à-dire... Et là, il n'y a pas le Covid encore, en plus. Si, il y a le Covid. Je suis 2019. Pas sûr qu'il y ait le Covid. Oui, c'est ça, en 2019. Donc, il n'y a pas encore le Covid. Je ne sais pas. Non, il n'y a pas le Covid. C'est 2019-2020. Ouais. Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que c'est? Alors, maintenant, on parle... Ça veut dire quoi, ces chiffres? Il y a les actifs. Les actifs, c'est quoi? Les actifs, c'est les bâtiments publics, c'est les entreprises publiques, c'est... Renault, EDF... voilà, c'est le stock d'or de la Banque de France. Il y a le stock d'or de la Banque de France, la Banque de France, etc. Voilà. Okay. Donc, nous sommes, pour parler un peu vulgairement, un peu en faillite technique. Puisque on a si on vend tous nos actifs, il nous reste encore 1600 milliards à payer. C'est un peu embêtant. Alors... Par rapport à la dette, du coup, c'est ça. C'est-à-dire que si on vendait tous les actifs de la France... Et qu'on veuille rembourser la dette, il manque encore 1600. Ouais, d'accord. Alors, si on regarde l'autre graphique... Celui qu'on avait mis avant. Celui-là, ouais. oui. Le bleu et rouge. Le bleu et rouge. Alors, exactement. On est un peu sauvé parce que si on regarde les actifs nets publics, là, je parlais de l'État central. D'accord. OK ? On le voit d'ailleurs. On voit en bleu l'État central. Par contre, si on regarde les actifs nets publics en incluant les collectivités locales, plus la sécurité sociale, etc., il y a des hôpitaux, il y a des universités, il y a des bâtiments, il y a des mairies, il y a tout ça. On est encore dans le black. On est encore en positif, mais plus beaucoup. Ça représente quoi 200 milliards à peu près. En prenant tous les actifs publics. État central plus État nord. Alors, j'ai fait une comparaison par rapport au PIB. Alors, on peut regarder, c'est celui-là, voilà. Ouais. Là, j'ai comparé le net de tout le secteur public avec le PIB. Voilà, c'est pas très joli non plus. Ouais. C'est pas très, très joli. On reste à 10 000 milliards 10 milliards Non, 10%. Non, c'est 10%. 100%, c'est 10% du PIB. Donc, le net représente maintenant 10% du PIB. En 2007, il était à près de 60. Ouais. Bon, il reste plus beaucoup de choses. On n'a plus beaucoup de choses sous la dent. J'ai pas les chiffres pour le Covid. On a monté jusqu'aux années Chirac.
C'est-à-dire que si on regarde ton graphe, jusque les Chirac, on était en phase donc, ascendante. Oui, parce qu'il y a eu des histoires de valorisation, etc. Là-dedans, on met tout. Donc, par exemple, la valorisation de l'immobilier, bah, évidemment, ça fait monter ce que l'État est propriétaire. Mais la vérité, c'est que l'État central eh ben, est en, j'allais dire, quasiment en faillite technique. D'accord. Alors, quelles conséquences ça a pour nous, les Français? Alors, d'abord, il ne faut pas voir seulement ça. Il faut voir, si on regarde notre concurrent immédiat, c'est les Allemands. Oui. Bah, nous, aujourd'hui, la dette représente, je n'ai pas les chiffres exacts, disons que si on s'accorde avec tout le monde, grosso modo, c'est 114%, 110% du PIB. OK ? Si on considère qu'on a un PIB de 2400 milliards d'euros, à peu près par an, ça c'est en termes de flux, hein, c'est pas de stock, donc c'est ce qu'on a comme production chaque année. Donc ça veut dire que la dette, j'ai pas les chiffres exacts encore une fois, doit se situer aux alentours de 2600 milliards d'euros. Ah, je pensais qu'on avait passé, alors très sincèrement, je pensais qu'on avait passé la barre des 3000 milliards de dollars. Je ne pense pas. D'accord. Je dirais 2600, 2800 milliards. D'accord. Mais bon, peut-être que je me tromperai. On attendra ce que l'INSEE va nous sortir et l'Agence France Trésor. Et puis, dans la dette, il y a des chiffres très conflictuels parce que vous avez ce qu'on appelle la dette Maastricht, qui regroupe certains types de créances. Oui. La dette non Maastricht. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Oui, je me souviens qu'on en avait discuté ensemble sur le fait que de toute façon, on ne sait rarement la vraie dette qu'on a, parce que tu nous as expliqué que je me souviens encore à cette époque où tu me parlais qu'on avait passé les 100% de PIB, justement par rapport à, enfin la dette était plus importante que finalement ce qu'on générait. Ouais. Et quand on écoutait les politiques à l'époque, ils annonçaient 90%, alors qu'on avait déjà passé les 100%. Oui, et puis il y a tout un maquis statistique qui fait qu'on peut prendre un peu ce qui fait plaisir et qui fait pas désordre. La vérité, c'est plutôt les chiffres que j'ai montrés, les courbes que j'ai montrées, c'est qu'on n'arrête pas de descendre. Oui. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Alors, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que il faut voir, la dette, c'est quoi ? En théorie, la théorie de la dette, ça a été lancé par David Ricardo en 1820. Pour la bonne raison que les Anglais, ils croulaient sous les dettes en 1820, après avoir vaincu Napoléon, qu'ils avaient vaincu en s'endettant. Bon. Et donc, David Ricardo a fait toute une analyse sur la dette. Et qu'est-ce que dit David Ricardo ? Ce qui n'est pas totalement faux, c'est que la dette, en termes de dette publique, c'est de l'impôt différé. D'accord. C'est-à-dire que je ne peux pas imposer mes citoyens maintenant, donc je m'endette et je rembourserai cette dette plus tard en augmentant les impôts. C'est l'équivalence ricardienne, basique. Donc de toute façon, à chaque fois qu'on nous fait entre guillemets un cadeau fiscal, ça voudra dire que de toute façon, à un moment ou à un autre, les cadeaux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. À un moment ou à un autre, de toute façon, on augmentera les impôts d'une façon ou d'une autre, quoi. Voilà, les cadeaux, ça n'existe que dans les comptes de fait. Alors comment on est la France, qui est le pays le plus taxé au monde, qui a le plus. Voilà. Comment font les autres pays pour finalement arriver à se financer et à exister, et pourquoi nous, finalement, bonnet d'âne, hein, on pourrait presque dire, on se retrouve à systématiquement nous dire qu'on va augmenter les impôts. Mais c'est là que la chose devient gravissime, à mes yeux. C'est que nous avons une dette très élevée, 110-120% de dette, c'est très élevé, quoi qu'on en dise. On va à la faillite, de toute façon, en restant comme ça. Attendez. Bon, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'en plus, si on passe cette fameuse équivalence ricardienne dont je parlais, on est complètement coincé sur le plan fiscal. Puisqu'on est à peu près à 47% de pression fiscale. C'est-à-dire 47% du PIB sont consacrés au fisc. Oui, sont consacrés au fisc. Donc, ça veut dire que on dit, si on veut augmenter les impôts, mais comment ? Ou alors, c'est l'Union soviétique. Oui. On n'est pas loin de l'Union soviétique. Et encore, les soviétiques, à mon avis, ils n'allaient pas à ce niveau. Bon. Donc, la question est simple. C'est que non seulement on a crevé les plafonds de la dette, mais en plus,
on a les taux d'impôt les plus élevés quasiment au monde. J'ai regardé les statistiques globales, nous sommes dans l'OCDE les seconds. Ouais. La France est seconde. Juste, c'est qui le premier, pour qu'on rigole? Le premier, c'est le Danemark. D'accord. Mais c'est différent parce qu'ils ont très peu de dettes. Nous, alors, pourquoi ils ont une pression fiscale si importante s'ils ont très peu de dettes? Parce que la pression fiscale, c'est différent, c'est les impôts. Ouais. Et ils ont très peu de dettes parce que leurs impôts leur suffisent à payer leurs dépenses, c'est tout. La vérité, c'est qu'on est dans une situation où on offre aux gens des avantages qu'on n'a pas les moyens de se payer. On va au casino. D'accord. Quand on offre aux gens, quand vous entendez tous les candidats à la présidence de la République qui disent « Ah, alors on va donner 800 € par mois aux étudiants, on va donner 700 € par mois, on va donner le SMIC. » Attends, on va donner comment? Alors, on peut comprendre que quand même les concitoyens vivent des situations difficiles parce qu'en plus, soyons honnêtes, la problématique qu'on a, c'est qu'aujourd'hui l'État a un train de vie qui est le sien, qui apparemment est sans commune mesure par rapport à plein d'autres pays. La réalité sur le terrain, c'est qu'il n'empêche qu'on a quand même des agriculteurs qui sont en souffrance, on a quand même des gens qui sont en souffrance. Alors, comment on peut être un pays qui à la fois est aussi riche et à la fois aussi pauvre? Bon, alors, mais le truc, c'est que on donne trop d'avantages. Je veux dire, moi, j'ai rien contre le fait qu'on donne des avantages. On est d'accord. Aucun, j'ai rien. Le problème, c'est que ces avantages, c'est les autres qui le payent. C'est pas le produit de notre travail, non. On emprunte pour donner des avantages. Et en plus, on a une pression fiscale qui est l'une des plus élevées au monde. Comment on va comme ça? Mais est-ce qu'en tant que citoyen, on pourrait s'attendre au fait que, comme on a une pression fiscale importante, on pourrait s'attendre justement à se dire que, du coup, en tout cas pas à ce qu'il y en ait, mais qu'au moins qu'elle soit suffisamment raisonnable. Mais bien sûr. Parce que de toute façon, comme tu l'as dit, de toute façon, impossible d'augmenter les impôts. C'est du suicide. C'est ce que j'appelle du suicide. Je vais donner un exemple. On nous dit toujours, il n'y a pas que nous qui avons de la dette. Et les grands endettés sur la planète, il y en a deux. Il y a le Japon, 250% du PIB, et il y a les États-Unis qui sont à 130 ou 140% du PIB. Bon. Oui, seulement la différence, c'est que quand on regarde leur pression fiscale, le Japon est à 31%. La France, on est à combien en 47. 47, d'accord. Et les États-Unis sont à 25. Autrement dit, eux, l'équivalence ricardienne, ça marche. Cette dette, ils pourront la rembourser en augmentant les impôts. Les États-Unis, s'ils augmentent les impôts, s'ils passent leur pression fiscale de 25 à 35, 10%, ils payent leur dette en 5 ans ou en 6 ans. Voilà. Problème réglé. Bon, le problème, ils ne payent pas toute la dette, mais bon, problème réglé. Mais nous, on fait comment? Alors, justement, comme tu as été aux commandes de cette dette, qu'est-ce que tu as fait, toi, quand tu étais dans cette position? D'abord... qu'est-ce que tu as pu faire ou qu'est-ce que tu n'as pas pu faire? Non, mais il y a... pas pu faire... Moi, j'étais aux ordres. La seule chose que je faisais, ce que nous faisions, notre équipe, c'est qu'on allait voir les banquiers, et alors on faisait ce qu'on appelait des roadshows. On allait démarcher les prêteurs, pour leur dire, oh, vous savez, on est des gens vachement bien, on est sympa et tout, et puis on a besoin d'argent. Si vous achetiez l'aumône du bon. Alors j'allais voir tous les gens qui ont de l'argent. Alors on est allé en Chine, on est allé dans le Middle East, on est allé dans les pays scandinaves. Donc l'agence France Trésor, son unique but, c'est de pouvoir emprunter. Est-ce qu'elle conseille... Et de gérer... d'emprunter et de gérer la dette le plus économiquement possible. Parce qu'une dette, c'est risqué. Oui. Un risque. Oui. Donc, on doit gérer ce risque et on doit le gérer de manière la plus économique possible pour le contribuable. Voilà. Oui. Et en même temps, on fait ce qu'on appelle de la gestion de trésorerie, c'est-à-dire qu'on gagne de l'argent en investissant sur les marchés. Pourquoi? Parce que l'État, tous les jours, il y a d'énormes quantités d'argent qui sortent et il y a d'énormes quantités d'argent qui rentrent, tous les jours. Et donc, quand ça représente quoi, à peu près, si on est...
Ça représente des choses de l'ordre de 40 milliards par jour. D'accord. D'euros. Donc, Qui rentrent et qui sortent. Qui rentrent et qui sortent. Par exemple, l'État, il y a un jour du mois qui est une catastrophe pour lui, c'est le jour où la paye. Il y a plus de 5 millions de fonctionnaires qu'il faut payer. Autant dire qu'il y a besoin d'argent ce jour-là. D'accord. Bon, on va virer sur un compte. Par contre, il y a le jour où la TVA rentre, boum, il y a un paquet de fric qui rentre. Ensuite, il y a tout un tas de c'est un jour par mois ou c'est un jour dans l'année quand la TVA rentre? Ça dépend, je me souviens plus, mais il y a des dates données. Il y a des dates précises, tous les mois, D'accord. etc. Les impôts, c'est le tiers provisionnel, donc tous les 3 mois, puis il y a des gens qui payent tous les mois, etc. Donc tout ça, c'est répertorié, et on a une courbe de ce qui rentre et qui sort. D'accord. Et cette courbe de ce qui rentre et qui sort nous donne la trésorerie ou le manque de trésorerie. OK ? Et votre objectif, c'est d'emprunter quand il y a le manque de trésorerie? Alors, quand il y a un manque de trésorerie, on émet du papier, on emprunte des titres, etc. Alors, on émet des gros trucs. Et puis, quand il y a un excès de trésorerie, on investit notre trésorerie sur les marchés. Sur ce qu'on appelle les repurchase agreements, c'est-à-dire sur les marchés à court terme, sur le marché monétaire à court terme, et ce qui permet de gagner beaucoup d'argent. Alors, quand on nous parle de la financiarisation des gens qui font des va-et-vient, mais le Trésor, dans l'intérêt du contribuable, passe son temps, l'agence France Trésor, à faire des va-et-vient. On peut investir de l'argent. Mais c'est pas risqué? Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de cas, par exemple, où un mauvais choix est fait et boum, tout d'un coup, l'excédent de trésorerie qu'on avait, on l'a perdu. C'est du marché monétaire. C'est pas risqué. Voilà. C'est pas du bond. Oui, il y a un risque, mais c'est du marché monétaire, c'est-à-dire c'est du papier à très court terme, c'est des fluctuations. Bon. En fonction d'un certain nombre de politiques qui sont choisies. Non, il y a un risque. Il y a surtout des risques de coûts et des risques de liquidité. Et c'est pas vraiment un risque. Donc, et puis nous, on investit, quand on est à France Trésor, on investit pour 3 jours. On investit pour une journée. Oui. On fait des allers-retours. Mais ça n'a l'air de rien. Alors, pour une journée, on ne gagne pas des tonnes. Quand, à l'époque où j'y étais, les taux d'intérêt, c'était de l'ordre de quoi? De 4%, de 4 et quelques pourcents par an. Donc, au jour le jour, c'est pas terrible. Mais au total, on gagnait près de 500 millions d'euros par an pour le contribuable. Oui. Grâce à nos opérations sur ça reste une goutte d'eau, mais c'est du... c'est bien, parce que 500 millions d'euros, ça permet de payer un certain nombre d'écoles. Mais tout à fait. D'hôpitaux et tout, voilà. Donc, voilà, on a fait ces trucs-là. Et alors, l'agence France Trésor fait ça. Et puis, deuxièmement, l'agence France Trésor, elle trouve des prêteurs. Parce que c'est gentil de vouloir emprunter, encore faut-il trouver des prêteurs. Alors, qui sont nos prêteurs? Faut se renseigner, parce que on a l'impression, quand on... Non, mais oui, mais d'abord, quel type de prêteur? Quand on parle de la dette, et t'as des gens qui vous disent, ouais, c'est les riches qui on peut arrêter de payer, c'est les riches qui achètent la dette et on leur donne de l'argent en plus, etc. Oh, c'est n'importe quoi. C'est qui nos prêteurs? Alors, ce qui achète la dette quand on l'émet, le jour de l'émission, c'est les banques. Parce que les banques ont beaucoup d'argent et donc elles achètent la dette le jour de l'émission. Mais les banques gardent très peu de cette dette. Les banques les revendent. D'accord. À des gens qui en ont besoin pour des raisons légales et qui en ont besoin pour des raisons techniques. Alors, je m'explique. Un de nos gros clients, parmi nos gros clients, on avait par exemple les fonds de pension. D'accord. Notre dette est détenue à 48% par des étrangers. D'accord. Ok, c'était le dernier chiffre de France Trésor. 48% par des étrangers. C'est qui ces étrangers? Beaucoup d'Européens. D'accord. Moi, j'ai passé mon temps à aller en Europe du Nord, en Écosse et en Angleterre et dans toute l'Europe pour vendre mes bons du Trésor. Ok? Et j'allais voir qui? J'allais voir les fonds de pension. J'allais voir, par exemple, en Écosse, je suis allé voir ce qu'on appelle les veuves écossaises. Parce que les grands fonds de pension anglais sont en Écosse, curieusement. Sans doute parce que les Écossais quittaient le pays et qu'ils investissaient leur argent, voilà. Donc ces grands fonds de pension achètent beaucoup de titres et ils achetaient notre dette. Quel est l'intérêt pour eux de l'acheter? Ils en ont besoin.
Un fonds de pension, c'est quoi? C'est des gens qui reçoivent votre argent aujourd'hui, et puis qui vont vous le donner dans 20 ans. Donc cet argent, qu'est-ce qu'ils en font? D'abord, par la loi, ils sont obligés de prendre des investissements sans risque. Un fonds de pension, il ne s'amuse pas à acheter des actions de haute technologie. Il peut en avoir quelques-uns, mais surtout, il achète des bons du Trésor. Il achète des titres publics. Donc, pour nous, pour l'agence France Trésor, les fonds de pension, ce sont des clients obligés, des prêteurs obligés. Parce que par la loi, ils doivent acheter des bons du Trésor. Alors, en France, on n'a pas vraiment de fonds de pension, on commence à en avoir un peu, mais on a surtout de l'assurance vie. Donc, les assurances vie investissent énormément parce qu'ils sont obligés par la loi dans les bons du Trésor. En quoi ils sont gagnants, en fait? Ils sont pas. Et c'est pas une question d'être gagnant. C'est pas une question d'être gagnant. Ils ont besoin de mettre leur argent et d'avoir un revenu. Parce qu'ils doivent payer des retraites, parce qu'ils doivent payer toutes ces choses-là. Et de ne pas perdre leur argent sur 20 ans, parce qu'il faut qu'ils payent dans 20 ans. Donc, ils font ça pour se protéger. Voilà. Alors, le truc, c'est que quand on parle avec les fonds de pension, évidemment, ils sont très sensibles à notre capacité à rembourser. Bon. Alors, par exemple... Derrière, eux, ils ont des pensions à payer, quoi. Donc, voilà. Oui. Alors, bon, on dit c'est zéro risque. L'État, c'est zéro risque. Moi, j'ai tendance à dire oui, c'est zéro risque, sauf que quand on atteint un certain niveau, est-ce qu'il n'y a pas un risque? D'ailleurs, c'est le rôle de ce qu'on appelle les gens qui font la cotation des pays. Standard & Poor's, etc., ils cotent les pays. C'est quoi la cotation d'un pays? Il y a AAA, single A, A+, etc. Bon, c'est quoi? C'est simplement des calculs financiers assez sophistiqués qui permettent d'évaluer le taux de défaut des pays, le risque de défaut des pays. Alors, ils mettent, les finances publiques, la PIB, tout cette tranche-là, ils rentrent tout un tas de données, et de là, ils sont capables d'identifier, voilà le risque qu'un pays soit... Alors, quand le risque est quasiment zéro, c'est ce qu'on appelle AAA. Et puis, si le risque augmente, on descend, on a single A, etc., etc. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a quasiment pas un pays occidental qui soit AAA. Et la France est AA, comme beaucoup d'autres. Et puis, il y a des pays qui sont B, C ou D, c'est-à-dire, c'est risque de défaut, c'est 80%. Et ceux-là, faut pas s'étonner si on leur prête pas. Je veux dire, l'Argentine, aujourd'hui, je suis à peu près persuadé qu'ils doivent être tout au fond, ils ont passé leur temps à ne pas payer leurs dettes. Alors, qui va leur prêter? Alors, demandez aux retraités italiens. Est-ce que justement, ces fameuses agences de notation ne peuvent pas être quelque part jugées parties? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des conflits d'intérêts qui peuvent être faits? Je donne l'exemple le plus probant qu'on ait pu avoir, l'entrée de la Grèce dans l'Europe. Il est vrai qu'elle a reçu une notation qui était bien supérieure à sa vraie capacité à pouvoir être. Est-ce que là, on n'a pas eu un flagrant délit d'une problématique où, justement, de se poser la question, je crois que Warren Buffett possède lui-même une agence de notation. Oui. Voilà, moi, je voulais avoir ton éclairage là-dessus. D'abord, l'histoire de la dette, alors là, on pourrait en parler des heures, mais rapidement, pour parler rapidement, il faut savoir que, les chiffres ont été bidouillés. Les chiffres ont été bidouillés, pas par les agences de notation. Non, c'est Goldman Sachs. Par les banques, oui, Goldman Sachs, etc. Moi, je n'ai pas vérifié, mais c'est ce qu'on dit. En tout cas, c'est ce qu'a dit le ministre des Finances. Ce qui me semble assez évident. Grec. Ce qui me semble assez évident. La deuxième chose, ce qu'il faut savoir, et ça, je vais choquer des tas de gens, mais il faut savoir que l'euro, moi, j'appelle ça un substitut du Deutschmark. Ah mais complètement. L'euro est as good as Deutschmark. Ça veut dire quoi? Moi, quand je parlais avec mes investisseurs, je leur disais, mais attendez, vous investissez sur la Grèce, etc. Or, on sait que l'état des finances publiques, etc., c'est pas terrible. La collecte des impôts était inexistante. Voilà. Alors, et ils me disaient, ah ben oui, mais l'euro, en fait, n'existe que parce qu'il y a la garantie allemande. Donc, en fait, on prend
on achète de la dette qui est un peu décotée parce qu'il y a un peu de risque avec la Grèce, mais on a la garantie allemande derrière. Donc, on achète du Deutschmark avec un niveau plus élevé d'intérêt. Bon, seulement quand la crise a éclaté, les Allemands ont dit « Ah non, on va pas payer. On n'est pas d'accord, il va falloir qu'ils mettent de l'ordre chez eux. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors que les taux d'intérêt des bons du Trésor grecs étaient très proches des taux d'intérêt allemands, c'était de 0,5% au-dessus, je me souviens plus exactement, ils sont passés à 8% d'un coup, parce que le risque est devenu réel. Énorme, oui, bien sûr. Voilà. Donc, les agences, et puis évidemment, les agences de notation sont passées de AA ou triple AA à C. Voilà. Bien sûr. Donc, ils sont jugés partis. Oui, on pourrait dire qu'ils sont un peu jugés partis, mais il y a aussi des gens qui sont impliqués en manipulant un peu les comptes. Hein, bon. Alors, pardon, j'en profite pour avoir une question qui me vient. Est-ce que du coup, un jour ou l'autre, et particulièrement face à cette crise Covid qu'on a vécue, est-ce que c'est possible qu'un jour la dette de la France s'annule? C'est des questions qu'on entend, qui sont posées. On entend n'importe quoi. Par exemple, quand on entend des gens de gauche vous expliquer que la dette, après tout, on ne peut pas la rembourser et tout, ils oublient simplement que s'ils font ça, il n'y a plus... Tous les gens qui sont en assurance vie en France sont ruinés. Pourquoi? Parce que l'assurance vie, elle a de l'argent qui est mis en bon du trésor. Vous allez chercher, vous allez voir votre assurance et puis bon, dites-donc, j'ai besoin d'argent. On est désolé, mais on n'en a pas. Parce qu'on avait des bons du trésor, mais on n'en a plus. Et on a annulé notre dette, donc ils ne veulent plus nous rembourser. Comment je vous paye? Donc, c'est-à-dire que les titres qu'ils possèdent ne valent plus rien. Bien sûr. Ouais. Si la France dit, je ne paye plus, par exemple. Ce qui est quand même pas le truc le plus intelligent à faire. Mais pas probable. Mais voilà. Alors, quand vous entendez des gens vous expliquer que, on n'a qu'à annuler la dette et tout, attendez, vous rigolez ou quoi? Non, mais alors en dehors de la partie assurance vie, si on l'annule vraiment, ça veut dire aussi que du coup, plus personne ne va nous prêter de l'argent une seule fois. C'est fini. C'est fini pour 30 ans ou 20 ans. Oui, d'accord. C'est évident, c'est fini pour 20 ans ou 30 ans. Et donc là, on est en échec technique total. Alors là, on paye plus les salaires des fonctionnaires. On va limiter, on va dire diminuer les salaires des fonctionnaires. On va commencer à supprimer les avantages sociaux divers et variés, etc. Donc le chômage, l'assurance maladie, tout ça va. Il va falloir ça. Si on nous prête plus d'argent. Donc la dette. Alors bon, puis il y en a d'autres. Ça c'est Mélenchon. Ça c'est encore des finauds. Non, mais c'est le nombre de gens qui ont une totale incompétence dans ces domaines et qui parlent et qui vous expliquent que, oui, de toute façon, on va demander à la Banque Centrale Européenne d'annuler les dettes qui sont sur son bilan. Oui, enfin, le petit détail, c'est que nous avons 12% ou 13% du capital de la Banque Centrale Européenne. Il y a 87% du capital qui ne sont pas à nous. Et ceux-là, ils vont accepter qu'on fasse apparaître les pertes énormes. Non, mais j'en reviens à une autre question, du coup, qui m'y fait penser. On a entendu plusieurs fois des intérêts négatifs, c'est-à-dire qu'on était capable de dire qu'on était capable d'emprunter 1 milliard, par exemple, et de rembourser 998 millions. Pourquoi parce que moi, personnellement, mon banquier, jamais il me fera un taux d'intérêt négatif. Pourquoi on s'est retrouvé dans ces schémas-là, sachant que notre dette est insupportable, qu'on va mettre plus de 50 ans à la rembourser. On sait très bien qu'on est en train d'endetter les futures générations, parce que comme ricardien, c'est ça, principe ricardien. L'équivalence ricardienne. L'équivalence ricardienne, si j'ai bien compris. Comment ça se fait qu'on s'est retrouvé quand même à un moment donné à ce que des gens soient d'accord pour gagner moins que ce qu'ils vous ont donné? Non, mais ça c'est très simple. On a balancé tellement de monnaie sur les économies, que évidemment les taux d'intérêt, c'est quoi les taux d'intérêt? C'est l'offre et la demande. Il y a une offre de 100, s'il y a une demande de 50, les taux d'intérêt baissent, et puis s'il y a une demande de 20, les taux d'intérêt baissent en plus, ou s'il y a une augmentation on a l'OCDE a jeté sur le marché, j'allais dire, c'est quasiment ce qu'on a appelé la monnaie hélicoptère. Monnaie hélicoptère, ça veut dire une chose. Ça veut dire on prend des caisses de billets de banque, on passe en hélicoptère au-dessus des villes et on balance tout ça. C'est quasiment au point où on en est rendu. On a sorti,
je crois, c'est de l'ordre de 10 000 milliards de dollars ou d'euros qui ont été balancés. Donc évidemment, avec une telle quantité, les taux ont baissé. Et comment on a fait cette situation? Simplement en achetant la dette. C'est facile aujourd'hui d'émettre 100 milliards d'euros si ces 100 milliards sont automatiquement repris par la Banque centrale. Ça, évidemment, si la Banque centrale européenne rachète tout, si la Fédérale Réserve, comme elle l'a fait, rachète tout, good luck. On va c'est quoi nos bras de levier pour pouvoir s'en sortir justement face à cette dette? Ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que les taux d'intérêt négatifs, les taux d'intérêt très faibles, qui sont dus à l'excès de création monétaire, parce que c'est ça. La planche à billets, quoi. C'est la planche à billets, ce qui n'existe plus, mais l'excès de création monétaire, en achetant, en monétisant la dette, etc. Le problème, c'est que ça a des conséquences immenses en termes d'actifs financiers. C'est-à-dire que pourquoi la bourse monte? C'est pas parce que les spéculateurs, machin, etc. Non, la bourse monte pour une raison fondamentale. C'est qu'il y a tellement d'argent, les taux d'intérêt sont tellement bas que les épargnants, ils veulent recevoir un minimum. Comme on reçoit zéro, si vous voulez, la caisse d'épargne, ça doit être 0,5%, ça va passer à 1. Dans une banque où on doit être à 0,75 ou 1%, ils disent, ça va, 5 minutes. Et même, de toute façon, avec l'inflation, même si elle était, à l'époque, pas élevée, disons que d'1,5% ou de 2%, on perdait 1%. Donc, ils vont à la bourse, parce que là, ça rapporte plus. Notamment parce que les prix montent. Donc, les prix de la bourse montent. Et donc, c'est comme on dit en anglais, une self-fulfilling prophecy, c'est-à-dire que je vais à la bourse parce que ça gagne, ça monte, donc je gagne, donc je vais à la bourse. C'est le processus classique de l'augmentation des cours. C'est pareil pour l'immobilier. Pourquoi l'immobilier est à ce prix? Pas parce qu'il y a des spéculateurs, machin et tout, non. Parce que les gens obtiennent des crédits. Bon marché. Aujourd'hui, je vois ma fille, il y a 2-3 ans, ils avaient obtenu, je crois, sur 25 ans, à 2,5 ou 3%. À l'époque où moi, j'achetais mon appartement et que j'empruntais de l'argent, les taux étaient à 12 ou 14%. Oui. Et ça fait la différence. Quand vous empruntez 100 000 euros à 1% ou à 1%, vous payez 1 000 euros par an d'intérêt. Quand vous le payez à 12, vous payez 12 000. C'est plus le même prix. Donc les gens se précipitaient pas sur l'immobilier. Mais peut-être quand tu achetais ton appartement, il coûtait moins cher qu'aujourd'hui aussi. Oui, mais enfin, à 12%, oui, mais d'accord. Oui, non, mais à 12%, ça me coûtait autant, quasiment. Ouais. Mais c'est vrai que l'immobilier est né de la croissance de la masse monétaire. Point. Et donc de la baisse des taux. Et donc aujourd'hui, si on veut revenir là-dessus, alors on va voir, cette année, à mes yeux, c'est l'année de tous les dangers, parce que, évidemment, cette création monétaire a créé de l'inflation. Alors, j'ai entendu des petits malins, dont certains qui sont éditorialistes sur France Inter, là, je les reste bluffé, qui nous expliquent que l'inflation, ça n'a rien à voir avec la création monétaire, mais que ça a à voir avec la politique. Ah bon? Il paraît que c'est la politique. Alors bon, par contre, effectivement, c'est sans doute la politique qui fait qu'aujourd'hui, le prix des matières premières a monté, qui fait que les prix aux États-Unis sont à 7% cette année, qu'en France, je ne sais pas à combien on va être, 4, 5, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. Probablement plus près de 5 que de 2. Donc, cette inflation, il va falloir lutter contre. Donc, je sais déjà que cette année, la Fédérale Réserve aux États-Unis, au moins, va monter les taux de 2 à 3%. Oui, probablement. Ça avait été annoncé. Probablement, peut-être plus, je ne sais pas. Bon, 2 à 3%, ça veut dire que les actions, notamment par exemple les technologies, vont se casser la figure. Et ça pour des raisons purement mathématiques. C'est pas parce que l'estimation d'une valeur d'une action en high-tech, c'est net present value, etc., en fonction d'un taux d'actualisation. Si le taux d'actualisation n'est plus de 1%, mais de 3%, les prix baissent. C'est évident, c'est classique. Bon, donc, vous voyez les conséquences? Parce que ça entraîne un effet de richesse. L'effet de richesse, ça entraîne une baisse de la demande. Et donc, ça entraîne un risque de récession. Oui, complètement.
Et puis... La récession risque d'être l'avenir quand même. Je sais pas, peut-être parce que les gens ont beaucoup d'épargne avec le Covid, etc. Mais elle risque de venir, notamment avec l'augmentation des prix du pétrole. Et puis, je pensais que probablement, on va avoir des problèmes d'emprunt pour les entreprises, peut-être, etc. Si les taux remontent. Donc, voilà. Donc, tout ça, il y a une intrication de toutes les... Oui, il y a beaucoup de choses. De toutes les conséquences, mais je pense que l'année 2022 va être un tout petit peu difficile. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de lancer cette émission, parce que justement, on a envie de donner des arguments et des moyens aux gens de pouvoir se forger une opinion. J'avance un peu dans nos questions. Je sais, pour une petite anecdote, que tu voulais nous parler un petit peu quand même de la bourse, justement. Alors c'est une question un peu bonus, ça ne vous inquiétez pas, mais on va y passer un point. Moi, je me souviens d'une anecdote que tu m'avais racontée il y a quelques années. C'était de dire, on me demande d'être solidaire quand je gagne à la bourse, mais par contre quand je perds 8 fois sur 10 ou 9 fois sur 10, là par contre personne n'est là pour m'aider. Voilà, exactement. Alors ça la bourse, c'est un vieux fantasme. C'est un vieux fantasme de tous les idéologues de gauche. La bourse, c'est l'endroit où il y a les gros banquiers, les gros financiers, etc. Mais c'est vrai que c'est même moi, j'ai cette image-là en soi. On a une image grand public de la bourse, où comme quoi, ça n'est que les initiés et que les gens qui ont les moyens qui y vont en soi. Bon, alors, 3 choses. Sur la bourse, il y a 3 choses. La première, c'est que la bourse, c'est un endroit où on échange des titres d'occasion. OK ? Bon, c'est-à-dire, j'achète, ça vaut pas. Bon. C'est un endroit où il y a effectivement, parce qu'il y a des risques, pour la bonne raison que c'est lié aux fluctuations de grandes variables. Les taux d'intérêt, les prix, etc. Bon. Alors, dire qu'il y a des initiés, alors les initiés, là, ça veut encore dire qu'il y a des mecs qui savent, dans un coin, je vais te donner une abonde. C'est surtout un endroit où il faut savoir de quoi on parle. Les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Alors la bourse, parfois elle monte beaucoup, notamment quand les taux d'intérêt baissent, parce que quand les taux d'intérêt baissent, la bourse monte parce que les gens y vont pour ramasser de l'argent. Bon, évidemment, la plupart du temps, les gens ont tendance à acheter à la bourse quand elle va se casser la figure. Les non-connaisseurs. D'accord. Pourquoi ? Parce que la bourse est haute. La bourse est haute et... il y a ce qu'on appelle, c'est ce que les Américains appellent, c'est ce qu'on appelle la finance comportementale. J'ai étudié un peu cette question parce que c'était important. La finance comportementale, c'est simple. La finance comportementale, ce qui explique les crashs, qui explique les bulles, etc., c'est simplement des gens... le cerveau humain, il y en a 2. Il y a un cerveau rationnel, qui est récent, qui date de 7-8 000 ans, où on s'est éduqué, on est plus intelligent, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Celui-là, il date de plusieurs millions d'années. C'est celui qui est qui concentre les relations au plaisir, à la peur, à l'inquiétude, etc. Les basiques, quoi. Les basiques physiologiques. Bon. Alors, la finance comportementale, c'est quoi ? La finance comportementale, c'est que, alors que la logique voudrait que, bon, ça c'est élevé, les prix sont chers, je vais pas y aller parce que je vais prendre un risque. Il y a le cerveau reptilien qui dit, mais c'est tellement bon tous les matins de voir le prix des actions que j'ai achetées monter. Donc les types achètent parce que ça fait plaisir. C'est ça la finance comportementale. Et évidemment, à un moment donné, le plaisir s'arrête. Et là, c'est la catastrophe. Et donc là, les gens vont en catastrophe. Et donc là, il y a un crash. Et donc là, ils perdent de l'argent. Ouais. Alors, ça, c'est une première chose. Ça, donc la finance comportementale, c'est bien connu aujourd'hui. C'est pas bon. Et c'est pas, encore une fois, il faut pas voir les affreux capitalistes, greedy, etc. Bon, ça non, c'est humain, c'est des hommes. Et les hommes, ils sont comme ça. La deuxième chose qui me semble extrêmement importante, c'est de savoir que nous sommes dans un monde où on a tendance à dire que la bourse, c'est pour les riches. OK ? Bon. Seulement, ceux-là même, dans ce pays, qui disent que la bourse, c'est pour les riches, ils se sont violemment opposés
notamment au général de Gaulle et à la majorité de l'époque, quand ils ont créé la participation. Quand on a créé la participation, on voulait inclure la distribution d'actions à tous les employés. Donc une participation au bénéfice sous forme de distribution d'actions. Bon. Tous les syndicats, notamment la CGT, le PC, tout ça, ont hurlé en disant non, on ne veut pas que les actionnaires, que les travailleurs deviennent actionnaires. Bah oui, c'était pas en fonction du dogme. Si maintenant les employés sont capitalistes, comment on va pouvoir dire que les capitalistes sont des salauds? Bon. Conclusion, on a fait d'autres moyens de le faire, mais si on avait fait une chose pareille, il y a des employés de tas de compagnies qui seraient devenus riches aujourd'hui. Bon, ben non, on l'a pas fait. Et maintenant, on vient vous dire, les actionnaires sont des gens qui sont des riches, qui en profitent contre le pauvre peuple. Attendez, l'image du travailleur français, très souvent le rapport qu'on a entre guillemets de l'actionnaire, c'est souvent d'avoir un patron qui nous explique qu'il peut pas faire ci, qu'il peut pas faire ça, qu'on est bloqué pas ci parce que l'actionnaire veut avoir tel rendement et que comme il veut avoir tel rendement, on peut pas faire. J'ai envie de dire, il y a une part de responsabilité aussi des dirigeants lorsqu'ils rejettent la faute sur l'actionnaire quand il explique qu'il n'a pas les moyens, par exemple, d'augmenter un salaire ou qu'il n'a pas les moyens. Est-ce que tu peux comprendre qu'il y a aussi une part de problème de communication sur ça? Oui, mais il y a un problème de communication, surtout sur un point. Quand on regarde, ils viennent de sortir les chiffres récemment, et évidemment, on n'a sorti qu'un chiffre. Ils ont sorti le chiffre des dividendes versés l'an dernier ou en 2020, je sais pas, enfin c'est l'an dernier ou peu importe. Le chiffre de ces dividendes s'élevait à 2100 milliards de dollars. Presque notre dette. Voilà, c'est beaucoup d'argent, hein, c'est beaucoup. Les capitalistes, les salauds, ils s'en mettent plein les poches. Bon, la vérité, c'est que moi, je regarde un autre chiffre qui est tout aussi authentique, qui est la capitalisation boursière. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi la capitalisation boursière? Ça veut dire que pour gagner ces 2000, il faut acheter des actions. Combien il faut en acheter? Il faut en acheter pour 100 000 milliards de dollars. La capitalisation boursière mondiale, c'est un peu plus de 100 000 milliards de dollars, ou 100 ou 110, 105 000 milliards de dollars. Bon, ça veut dire que si on rapporte le chiffre de 2100 à la capitalisation boursière, on a un rendement pour les actionnaires de moins de 2%. Et en France, j'avais fait les calculs, c'était il y a 2 ans de 1,7%. C'est ça les gros actionnaires qui sont couverts d'or par les entreprises, 1,7%. C'est 2 fois c'est 1 fois et demie la caisse d'épargne. Donc on plaisante. Et en même temps, les actions, les actionnaires, ils prennent des risques. Parce que le jour où il y a un crash, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre. Ils vont vendre à perte. Et c'est pas les dividendes qui vont compenser les pertes. Donc c'est n'importe quoi. On dit n'importe quoi. Alors évidemment, ça, si M. Mélenchon était élu, watch out, comme disait l'autre, faites attention parce que vous allez tomber de haut. Voilà, donc, de même que pour les entreprises, on a l'impression que les entreprises gagnent des centaines de milliards. Oui, elles gagnent des centaines de milliards si on ajoute tous les profits. Mais en rentabilité, c'est pas des chiffres gigantesques. Il y a quelques entreprises, notamment high technology, Amazon, des gens comme ça qui gagnent beaucoup d'argent. Mais il y a des tas d'entreprises qui gagnent quoi? 5%, 4% par an? Faut pas s'imaginer que les mecs gagnent des milliards. D'ailleurs, alors pourquoi les plus grosses fortunes françaises ont à ce point-là, enfin systématiquement, ont leur fortune qui augmente de façon assez magistrale? Non, mais attendez, là, on est. Alors, on a sorti là, ce qui a marché, parce que les grandes fortunes françaises, d'abord, elles sont dans leur entreprise. Oui. La vraie fortune, c'est les propriétaires d'entreprises. Oui. C'est pas autre chose. C'est pas leur fortune personnelle, quoi. C'est pas. Même en fait, souvent, on parle d'augmentation, mais elle est virtuelle, cette augmentation. Parce que le jour où l'action tombe, leur fortune tombe. Exactement. Moi, je vais prendre un exemple caricatural. On a annoncé que Elon Musk, il y a 2 mois, était devenu l'homme le plus riche du monde. Il devait peser 340 milliards de dollars. Bon. Avec une entreprise qui fait un résultat de moins 5 millions par an. Voilà. Mais il avait eu 340 milliards de dollars. Bon. Alors oui, vous voyez, il faut en finir, etc. Bon. Elon Musk, 3 semaines plus tard,
l'action a baissé fortement, il a perdu 48 milliards de dollars. Tout ça, c'est des chiffres. Bien sûr. Ça veut rien dire. Alors, bon, il n'a pas ça sur son compte en banque. Oui. Il n'a pas ça sur son compte en banque. Et puis, quand on entend des gens comme M. Piketty, qui en lui aussi, qu'on prend comme éditorialiste dans une radio, M. Piketty qui vous explique qu'il faut faire la pression fiscale et qu'il faut taxer toutes ces fortunes, etc. Qu'est-ce qui se passe? Si demain, on décide de taxer 15 ou 20% M. Arnault, qu'est-ce qui va se passer? Il ne les a pas en cash, il les a en actions. Il va vendre les actions d'LVMH. L'action d'LVMH va se casser la figure et va être achetée par les étrangers. En 4 ans, LVMH est étrangère. C'est fini. Il n'y a plus d'LVMH en France. Elon Musk, c'est pareil. Elon Musk, il a 300 milliards de dollars parce qu'il fait des fusées, il fait des trucs. Bon, il fait le monde de demain. Certains peuvent ne pas apprécier, mais enfin, c'est pas... et je donne toujours l'exemple aussi de... Alors, il est vrai que la France est un cas un tout petit peu atypique, mais c'est les deux revers du même médaille. On a des marxistes qui restent bloqués sur la vision Karl Marx 1840. Hein, ils aiment bien 1840. Les ouvriers couverts de crasse, qui sont dans des usines exploitées 15 heures par jour, et ça ils aiment. Mais c'est plus le monde d'aujourd'hui, quand même. C'est plus le monde d'aujourd'hui. Mais en même temps, l'autre revers de la médaille, c'est que vous avez de la bourgeoisie et des grands capitalistes qui sont la caricature. C'est pas... Je veux dire, le Forbes 500, donc le classement des riches... Des 500 plus grosses fortunes. 500 plus grosses fortunes du monde, je crois qu'il y a grosso modo 20% des gens qui étaient dans ce truc il y a 30 ans. Tous, c'est des jeunes. C'est des mecs en jean comme Elon Musk, comme l'autre de Facebook, Mark Zuckerberg, etc. Hein, c'est des mecs en jean et en chemise ouverte et tout. Et c'est des gens, en plus, si vous regardez, je prends toujours l'exemple, la mentalité protestante est une mentalité quand même qui donne beaucoup d'importance aux dons. Hein. Quand vous avez gagné, vous donnez parce que, bon, regardez, en 1929, la première fortune du monde, c'était Mr. Rockefeller. La Standard Oil. Standard Oil, entre autres. Rockefeller, il pesait 320 milliards de dollars. D'aujourd'hui, hein. Ouais, incomparable. En comparant au... Bon. Ils pèsent combien, les Rockefeller, aujourd'hui? Oui, ils sont tous ils ont hérité de belles maisons, ils vivent bien, etc. Mais il n'y en a plus un qui est sur le Forbes. Tout l'argent a été redonné. Tout l'argent. Après, il y a aussi la dilution avec les héritages aussi. Hein, oui, il y a les dilutions avec les héritages, mais je veux dire quand même, l'essentiel de l'argent a disparu. Oui, bien sûr. Une partie par la taxation. Bon, puis il y a eu la loi antitrust aussi qui a... Oui, mais enfin, bon, mais tous ces gens-là n'existent plus. Oui, complètement. Ces gens-là n'existent plus. Donc, l'argent... Alors, par contre, en France, vous avez des gens de grandes familles qui perpétuent de génération en génération cet argent. C'est un autre monde. Et ça va très bien avec le marxisme. Comme ça, on a 1840, le marxisme, et puis on a les 200 familles de l'autre. Et on peut continuer pendant 3 siècles comme ça. Ouais. Hein? C'est passionnant d'être avec toi, Richard. Voilà. D'ailleurs, on va continuer, on va avancer et je vais faire appel à l'agilité de notre grand réalisateur Maxime qui est avec nous aujourd'hui. Je voudrais qu'on ait un peu de temps justement pour parler un peu de la politique française, parce qu'on s'appelle aussi Instant Politique, c'est pas Instant Finance, mais c'est pas que. J'aimerais qu'on discute un peu justement de cette future élection. Je crois que ton regard en dit long. C'est vrai que j'ai prévu de faire en sorte que tu puisses t'exprimer sur, on va dire, j'ai pas pu mettre tous les candidats, hein, bien évidemment, hein, mais je tiens une certaine importance justement à ce qu'on puisse, sur chaque, on va dire, candidat un peu emblématique, que tu puisses à la fois leur apporter, je pense, un conseil pour eux, et puis nous donner ta vision qui nous permettrait, en fonction de nos valeurs et de nos sentiments et de nos opinions, de pouvoir peut-être nous aider aussi sur le choix vers qui on peut se diriger. Moi, personnellement, aujourd'hui, je suis incapable
capable de me dire quel candidat va pouvoir avoir mon vote. J'avoue être complètement perdu et c'est aussi pour ça que je veux faire cette émission. C'est justement pour arriver à avoir des décryptages de spécialistes et des gens qui ont connu et fait fonctionner la France. Alors, commençons directement par Jean-Luc Mélenchon. On va faire de l'extrême gauche à l'extrême droite. Ah ouais. Comme ça, on va tous les balayer. Commençons du coup par Jean-Luc Mélenchon. Bon, bah Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qu'il veut faire, Jean-Luc Mélenchon? Jean-Luc Mélenchon, bon, alors, encore une fois, il y a beaucoup de jactance, etc. Mais Jean-Luc Mélenchon, il veut faire une chose. Il veut transformer la France en Union soviétique. Parce que, il faut En dire... tout cas, il veut abolir la Cinquième République. Oui, mais Déjà. il veut transformer la France en Union soviétique ou en Cuba. D'ailleurs, il les aime bien puisqu'il va sans arrêt les voir. Il va voir ses amis vénézuéliens. Et maintenant, il est ravi parce que il y a un communiste qui a pris le pouvoir au Chili. Bon. Alors, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a dit qui est absolument aberrant? Il a dit qu'au-delà de 12 millions d'héritages, il piquait tout. C'est quoi cet héritage? C'est des entreprises, fondamentalement. Ça veut dire, quand tu dis tu piques tout au-delà de 12 millions, ça veut dire que tu nationalises toutes les plus grandes entreprises. Toutes les plus grandes, mais même les PME ou les grosses PME. Oui, Tu nationalises 70% des grandes entreprises françaises. Bon, ben dis-le. Et là, c'est clair, c'est l'Union soviétique. Bon, deuxièmement, il a annoncé que c'était de 1 à 20, les salaires. Bon, très bien. Et puis évidemment, là-dessus tomberont les impôts. C'est-à-dire que entre le SMICAR et le PDG, il y aura de 1 à 20, et on aura, après impôt, de 1 à 10. Bon, ben, je suis sûr. Et alors, il y a une chose qui m'a fait marrer, quand on l'a interviewé sur les footballeurs, là, il dit, ah, mais ça, on verra. Oui, parce que si jamais il fait ça pour les footballeurs, vous fermez les stades de football en France. Hein, vous fermez... 1 à 10, c'est-à-dire entre le balayeur du stade de football et Messi, vous allez avoir 1 à 10. Messi, il reste combien de temps? 3 minutes et demie à peu près. Ouais. Et les acteurs de cinéma, ils vont rester pour gagner 10 fois ou 20 fois ce que gagne le type qui est sur le plateau. Et... Donc pour toi, c'est utopique de se dire... C'est utopique, c'est n'importe quoi. Les gens... Non, mais qu'ils le disent, qui fait l'Union soviétique, c'est tout. Et 1 à 20, c'est pareil. D'ailleurs, Hidalgo est pareil. Bon, 1 à 20, bon, c'est quoi? C'est tous les gens qui ont envie de faire quelque chose sans bon. Est-ce qu'on peut se poser quand même la question? Je fais exprès, hein, parce que évidemment, moi, je veux être suisse. C'est ça mon intérêt. J'ai pas envie d'avoir une opinion. J'essaye justement de comprendre. Mais est-ce qu'on peut comprendre que pour nos concitoyens qui, eux, vivent au SMIC, voire au RSA pour certains, qui vivent quand même dans une précarité, qu'ils ont quand même du mal à voir les écarts de revenus qu'il peut y avoir entre... Alors, je vais pas prendre les grands exemples parce que, évidemment, ça sert à rien de parler de Bernard Arnault, par exemple, à proprement dit, mais de se dire quand même qu'il y a des écarts de salaire qui sont quand même gigantesques et que, du coup, d'essayer d'y revoir une certaine redistribution, voilà, c'est une piste, c'est une question que je te pose. Bon, je crois qu'il faut quand même voir un certain nombre de choses. C'est vrai qu'il y a des salaires très élevé. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont énormément de cash, d'argent, c'est vrai. La question est de savoir, est la suivante. Alors on nous dit toujours, bah, vous savez, il y a la vieille idée de ce qu'on appelle le ruissellement. Oui. Bon. Le ruissellement, il existe quand même. On a beau dire ce qu'on veut, le ruissellement, il existe quand même, parce que tous ces gens qui ont créé des PME, qui ont créé des startups, etc., eh ben, ils ont embauché des gens. Je vais vous donner un exemple. Ma fille, elle n'est pas milliardaire. Bon. Elle a monté une petite chaîne de restaurants au Canada. Bon. Elle a commencé avec un restaurant et on a tous travaillé dans le restaurant, même ma femme faisait le service. Bon. Aujourd'hui, elle en a 9. Elle fait vivre 400 employés ou 350 employés. Et ça depuis des années. Alors, venir nous dire que, oui, elle s'est enrichie. D'ailleurs, elle ne s'est même pas enrichie parce que l'entreprise gagne même pas 2% par an, etc. Bon, elle a créé ça. Si demain, on lui dit, on va te massacrer parce qu'elle se paye un salaire un peu, bon, on va te massacrer et tout, elle s'en va. Elle n'est pas venue en France faire son truc, elle est au Canada. Et pourquoi elle ne vient pas en France ? Vous croyez que les gens... pourquoi les start-up? Alors, le grand truc, les start-up, ça y est,
On va faire des startups. On va faire des startups, et puis les Français vont être ravis de faire des startups. Dès qu'on fait une startup qui a un peu d'argent, les mecs la vendent aux États-Unis. Oui. Pourquoi ? Oui. Parce que c'est vrai qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que je m'en moque, moi, du fait qu'ils gagnent beaucoup d'argent ? S'il y a une entreprise, s'il y a un système qui fonctionne, qui embauche des gens, qui forme des gens, on va systématiquement les empêcher. Ce pays, c'est le pays du type qui a un poulailler et qui passe son temps à égorger les poules aux œufs d'or. Dès qu'il y a une poule qui fait de l'or, hop, on l'égorge pour voir s'il n'y a pas d'œufs. Mais non, mais avant de dégorger la poule, laissez-la pondre des œufs en or. Ok. Alors, quel conseil à Jean-Luc Mélenchon, du coup ? Je dirais à Jean-Luc Mélenchon, je lui demanderais qu'il soit un tout petit peu réaliste sur la possibilité de taxer les gens de manière phénoménale, et puis surtout qu'il évite de vouloir nationaliser systématiquement les entreprises, ce qui est un désastre. L'Union soviétique nous l'a montré, et le Venezuela, j'en parle pas. D'accord. Passons à Yannick Jadot, du coup. Alors Yannick Jadot, c'est assez. J'ai un chiffre pour lui. C'est une question que je pose. Il y a deux questions. Bon, la première, c'est que Yannick Jadot, il y a eu une étude qui vient de sortir par la Bank of America, qui a une grosse étude, je l'ai, on trouve sur Internet, qui a expliqué que atteindre le but zéro carbone en 2050 allait coûter 155 000 milliards de dollars dans le monde compris. Okay. Ce qui signifie que par an, c'est 5 000 milliards de dollars dans le monde, c'est-à-dire 155 000 milliards, c'est 17 000 dollars par personne, bébé compris. Une famille de 4, c'est 67 000 dollars. 64 000 dollars, 34, 68. 68 000 dollars. Bon. Alors j'aimerais savoir comment on fait, parce que on a vu quel était le niveau de la dette. Disons que la France représente, sur 155 000, représente 4 000 milliards de dollars dans le total de la richesse mondiale. Ah bon, 4 000 milliards de dollars, et il va les trouver où ? C'est 2 ans de PIB. C'est près de 2 fois la dette, 1 fois et demi la dette. Il les trouve où ? Il va emprunter ? Ça m'étonnerait qu'il les trouve beaucoup de gens pour lui donner. Il va augmenter les taxes ? Lui aussi, c'est l'Union soviétique. Donc je lui pose la question. Après, de vouloir y accéder est une chose, que ce soit réaliste dans le temps qui est dit, en est une autre. Oui, mais il faut voir... Parce que l'urgence climatique... Oui, c'est pour ça que je dis que ça devrait pas. Moi personnellement, je trouve que l'écologie ne devrait pas être un parti politique. Non, dans le sens l'écologie l'urgence doit climatique. Là encore, l'urgence climatique. Je ne méconnais pas le fait qu'il y a une augmentation de la température. C'est clair. Elle a de multiples raisons et pas seulement le carbone. Oui. Le carbone présente un grand avantage, c'est que le carbone est produit par des usines capitalistes et qu'en se payant le carbone des usines, on se paye le capitalisme. Ils le disent tous, alors comme ça. Oui, moi je suis Jean-Marc Jancovici pour ça. Et, donc et il le dit parfaitement bien. C'est clair, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent casser le système. Bon, encore une fois, le seul système qui a fait des désastres écologiques, puisqu'ils ont réussi quand même à assécher une mer, faut le faire, c'est un régime socialiste. Hein, je le rappelle. L'Union soviétique a asséché la mer d'Aral. Bon, merci. Alors, comme exemple de gestion optimale de l'écologie, on peut faire mieux. Non, le truc, c'est que, oui, il y a une urgence climatique, mais par exemple, tout le monde tire sur le nucléaire. Oui. Bon, le nucléaire... Là, on va être d'accord. Bon, aujourd'hui, par exemple, on a maintenant des... Alors, nous, évidemment, la France aime... les grosses mécaniques. Ça, on aime ça. On a des ingénieurs intelligents, forts et tout, donc on fait des trucs monstrueux. Mais il existe aujourd'hui, il y a en développement des microcentrales qui marchent très très bien et qui vont coûter beaucoup moins cher qu'on le dit. Autre chose, par exemple, quand on parle d'énergie, ce qu'on oublie de nous raconter, c'est que il y a grosso modo, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a aux alentours de 15-20% de l'énergie qui est perdue dans les fils.
Oui. Donc, aller mettre une centrale à 300 km ou des éoliennes à 300 km de l'endroit où on les consomme, on perd 20% de l'énergie. Oui, tout à fait. Bon, alors pourquoi ? Donc on pourrait faire plus petit, plus proche, donc et puis, moins de pertes. Dernier point sur lequel je suis choqué, il y a une chose dont on ne parle absolument pas, c'est que le nucléaire, moi je considère que la fission nucléaire est déjà une technologie du passé. Complètement. La technologie de l'avenir, c'est la fusion thermonucléaire et les centrales solaires dans l'espace. Bon, c'est pas un hasard. Donc, et pour faire ça, il faut des produits. On a maintenant une technologie qui a fait des progrès spectaculaires récemment, où on peut produire une quantité d'énergie quasiment illimitée, sans risque radioactif, sans déchets, sans rien. Personne n'en parle. Qui parle de la fusion thermonucléaire ? Personne. Or, je vous signale que cette année, il va y avoir au minimum 4 missions qui vont aller sur la Lune. C'est pas pour jouer à sauter dans les cratères comme on le faisait en 1969. C'est parce qu'il y a un élément majeur en train de se mettre en place. Les gens y vont pour ramasser certaines matières premières qui sont nécessaires à la fusion thermonucléaire. Bon, qui en parle ? C'est ça l'avenir. C'est la technologie, c'est une technologie de pointe. Je rappelle juste aussi, parce que comme tu es quelqu'un d'éveillé, je sais que tu as aussi des informations assez premium, vu que tu as quelques manchettes de la Maison Blanche. Donc c'est vrai que je me souviens de cette anecdote où tu m'avais justement bien expliqué que le projet d'aller sur la Lune pour aller chercher des matières premières, c'est pas une vue de l'esprit. C'est de ça dont tu parles. Ah mais c'est absolument pas une vue de l'esprit. Voilà. Il y a un truc qui s'appelle sur la Lune, qu'on ne trouve quasiment pas sur Terre, un truc qui s'appelle l'hélium-3, qui est un des combustibles, qui serait l'un des combustibles idéal pour la fusion thermonucléaire. L'hélium-3, grosso modo, avec 100 kilos d'hélium-3, on pourrait alimenter la Terre pendant une année. D'accord. Bon. Il y a des millions de tonnes sur la Lune. Ouais. Et ben, si on met en place et si on fait la recherche suffisante et si les choses se passent comme prévu, le problème de l'énergie n'est plus un problème. Moi, je crois que il faut pas. Bon, alors le problème, c'est que c'est devenu un choix idéologique. Oui. Voilà. On dit, on va aider les pauvres. Ah oui, on va faire une fantastique politique qui va aider les pauvres. On va faire payer tous ces salauds de riches, etc. Tu les fais payer comment ? Avec 47% de pression fiscale ? Bon, et puis, à ce moment-là, mais c'est toujours le vieux syndrome, le vieux syndrome des socialistes. Si tu veux faire ça, tu mets des fils de fer barbelés autour des frontières et des champs de mines. C'est ce qu'on fait en Corée du Nord, c'est ce qu'on faisait en Russie, c'est ce qu'on fait... Voilà, c'est tout. D'accord. En tout cas, je te rejoins sur la partie nucléaire. Voilà, c'est-à-dire que si l'urgence climatique, c'est de se dire qu'il faut effectivement combattre d'abord l'émission de carbone, parce que si c'est ça le premier combat pour le réchauffement climatique, alors, en tout cas aujourd'hui, avec nos usines nucléaires, on a 97% de notre production d'électricité qui est décarbonée. La France est un des pays les plus décarbonés. C'est la numéro 1. Un exemple qui a suscité l'ire, la colère de tous les amis de M. Jadot. Les Chinois sont en train de mettre en place une station solaire dans l'espace. Je ne sais plus combien, 30 000 km ou 36 000 km pour laquelle reste en géostationnaire. En géostationnaire. Et donc, cette station, ils sont en train d'envoyer plusieurs fusées pour l'agrandir. On peut avoir un truc qui fasse 1 hectare ou 1,5 hectare de sources solaires. Et le truc, c'est qu'ils vont envoyer, ils sont en train de développer la transmission d'énergie par micro-ondes. C'est-à-dire qu'ils vont être au-dessus de la Chine, recevoir l'énergie là-haut et la transférer par micro-ondes sur Terre. Hurlement de tout le monde, mais pourquoi fait-on ça ? Il faut absolument arrêter, etc. Pourquoi vous voulez pas qu'on teste des choses comme ça ? En quoi ça vous gêne ? Bah oui, ça vous gêne. Testons d'abord. Oui, il faut d'abord tester pour en tirer les bilans. D'accord ? Voilà. Alors passons. Alors je sais parce que c'était important, c'était très compliqué au niveau de la gauche de pouvoir décider quels seraient les candidats. Je prends, on va dire, par rapport au temps, une candidate qui s'est déclarée il y a déjà un certain temps, Anne Hidalgo. Bon, Anne Hidalgo, Madame 3%.
Elle passe son temps à sortir des mesurettes, elle a quoi à faire machine arrière quand on lui dit que ça coûte trop cher. Bon, Anne Hidalgo, elle a voulu doubler le salaire des enseignants. Bon, ben vas-y, double le salaire des enseignants de l'éducation nationale, la France va être ruinée. Alors, cela dit, j'en profite, mais il y a une data qui est intéressante. Pour avoir discuté avec le gouvernement suisse, aujourd'hui, un professeur d'université à Lausanne a des salaires qui oscillent entre 10 000 et 15 000 euros par mois. Je le sais, mon neveu est prof d'université à Lausanne. Voilà. Bon. Donc voilà. La stratégie de la Suisse, c'est de dire, c'est en ayant des salaires hauts sur les enseignants que, on embauche les meilleurs enseignants et que on fait de l'excellence universitaire ou même école, et que donc ça passe par le fait d'avoir des professeurs très bien payés. Donc je fais exprès de réagir comme ça. Ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Pour dire qu'il y a quand même des pays qui ont du sens et qui en font. Je suis tout à fait d'accord. De même que nous devons avoir des infirmières qui sont bien payées. En Suisse, elles sont payées 2 fois mieux qu'en France. Oui, presque même 3 fois, oui, bien sûr. Mais c'est le produit de tout un système. Oui, c'est-à-dire que là, dans la proposition, si on le fait comme ça, maintenant, de façon... sans mettre quelque chose de structurel derrière, on va... Et voilà, et les Suisses ont peu de dettes. Et puis, il faut que, par exemple, l'éducation nationale, il y a peut-être trop de fonctionnaires autour des professeurs. Je connais pas le détail du truc, mais c'est une évidence. Il faut en finir en nous disant, alors toute chose égale par ailleurs, on double les salaires. Non. On a ruiné les gens qui sont dans l'éducation nationale. Un instituteur en 1910, c'était un monsieur dans le village. Bien sûr. C'était quelqu'un d'important. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est un smicard pendant toute sa vie. Alors, bon, les profs, c'est misérable. Mais d'un autre côté, un exemple, mon neveu, encore une fois, qui est prof à Lausanne, bon, il a épousé une Suissesse, donc il habite Lausanne, etc. Elle est prof aussi. On lui a proposé de faire un truc au CNRS. Il est arrivé dans le local du CNRS à Paris, il y avait un étage vide. Au prix du mètre carré à Paris, le CNRS, les profs ne viennent pas. J'avais un de mes amis qui est décédé aujourd'hui, qui a été médaille d'or du CNRS, qui hurlait continuellement sur ses collègues, parce que le nombre de types qui ne travaillaient pas, il travaille 3 heures par semaine. Mon cousin, il est tous les matins à 9 heures au bureau, et il en sort à 5 heures. Il n'est pas à la maison 3 jours par semaine. Il travaille dans un bureau, et il donne des cours. C'est pas 3 heures par semaine. Voilà, bon. Et les infirmières, c'est pareil. Il y a combien de gens dans les hôpitaux? Il y a combien de gens qui sont autour du personnel purement médical? Il y a combien de gens? Il y a combien de gaspillage? On peut peut-être remettre un peu. Je suis pas sûr. Enfin, pour les gens me connaissent un petit peu. Ma femme est cadre de santé à l'hôpital Cognac-G à Paris 15e. Elle a un énorme problème, c'est qu'elle a des lits fermés, elle, parce qu'elle n'a personne à mettre en face. Elle n'a pas d'infirmière, elle n'a pas d'aide-soignant, elle n'a pas de médecin. Voilà. Là, l'hôpital est plutôt à l'inverse. Ils ont du mal à avoir du personnel. Je suis pas un spécialiste de la santé. Complètement. Il demeure que je note que on a fait en sorte que pour pouvoir payer la santé, on a généré automatiquement du manque de personnel. Je veux dire, il fut une époque, mais c'est pareil en Angleterre. En Angleterre, maintenant, l'hôpital est gratuit. On y va, on se fait... Bon, seulement, pour avoir une opération, il faut attendre 3 ans. Oui. Ils viennent en France. Et nous, on veut en arriver là. On réduit la consommation pour diminuer les coûts. Alors que la solution, et là encore, je n'ai pas dit qu'il faut massacrer les pauvres, etc. Je dis simplement que les gens dépensent une certaine somme d'argent pour leur voiture. Je pense qu'il ne serait pas anormal qu'ils dépensent une certaine somme d'argent pour leur corps et pour leur santé. Donc, on pourrait considérer qu'on ne va pas rembourser à 100%. Ou alors qu'il y a pendant chaque année, je crois, l'une des raisons des déficits, etc., c'est qu'il n'y a pas un minimum payant. C'est-à-dire que les gens,
ils doivent dépenser 150, 200 ou 300 euros par an avant d'être totalement remboursés. Mais on ne fait pas regarder les gens qui vont aux urgences et qui encombrent les urgences parce que c'est gratuit. Alors du coup, maintenant, on a mis 20 euros pour avoir si l'urgence n'est pas justifiée. Bon, ben, il faut payer un peu. Encore une fois, vous dépensez 500 euros par an pour votre bagnole et vous ne voulez pas le dépenser pour votre santé, c'est plus important. Il y a quand même beaucoup de Français qui dépensent de l'argent dans leur bagnole parce que c'est leur seul moyen de locomotion aller travailler. Et la santé, voilà. C'est pas leur moyen de... Ah mais complètement. Bon. Non, mais alors, complètement. ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il faut repenser la façon dont on a des relations à la santé. Oui, complètement. Parce que, je vais vous donner un exemple. Mon fils habite les États-Unis, il habite à New York, ok ? Quand il a eu un problème avec son fiston, c'était pas très grave, ça lui a coûté $5 000. Bon, c'est pas un exemple que je voudrais. C'est remboursé non, après remboursement. Ah, ça lui a coûté $5 000 après remboursement. Oui, c'est hallucinant à New York. C'est pas un exemple que je veux dire en France. Mais on oublie ce détail. Si vous avez un infarctus, moi quand je vais à New York, j'ai une assurance spéciale, parce qu'à mon âge, je dis si jamais j'ai un infarctus, ça me coûte $300 000. Ouais. Pour parler clair. Ouais. Bon, donc je prends une assurance, comme ça, si jamais j'ai quelque chose, je suis pris. Mais vous avez des gens qui portent des placards à l'intérieur de leurs vêtements, où il est marqué « Si je tombe dans la rue, mettez-moi dans un taxi, pas dans une ambulance. » Parce qu'une ambulance, c'est entre 5 et 10 000 $. Ouais. Et donc, voilà. C'est pas ce qu'on souhaite à la France. C'est pas ce qu'on souhaite à la France. Mais en même temps, il faut pas casser la machine. Il faut pas casser la machine. D'accord. Les médecins, ben, ça se paye. L'autre jour, on parlait... Pourquoi Dernier point, je vais pas m'étendre là-dessus. L'autre jour, on parlait... je écoute ça dans une radio, on parlait, mais pourquoi en France, on n'a pas fait les vaccins, etc. Bon, pas parce qu'on est des imbéciles. Ceux qui ont inventé le CRISP, la fille qui a eu le Nobel, c'est une Française. Moderna, le patron, c'est un Français, il y a des Français autour de lui. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces gens-là n'ont pas pu se réaliser en partie. Il y a une start-up à Nantes, je crois, start-up à Nantes qui avait développé aussi un vaccin. Ouais. Et finalement, c'est l'Angleterre qui l'a financé. C'est eux qui ont eu tous les vaccins. Et pourtant, c'est français. En fait, je crois que le choix qui avait été fait par la France, c'était le choix de Sanofi. Et le problème, c'est que Sanofi s'est planté dans sa recherche. Voilà. Mais la raison, elle est simple. C'est que les mecs qui font de la recherche dans les start-up américaines, les high-tech, les biotech américaines, ils gagnent entre 5 et 10 fois ce que gagnent les Français. Vous pouvez pas payer au SMIC un mec qui travaille à Pasteur, enfin. Mais bien sûr. Je suis désolé. Et c'est pas insulter les smicards ou autre, non. Le mec, il travaille à Pasteur, il a un doctorat, il a 2 doctorats. Bon. Alors un jour... Et en plus, tant qu'on a des influenceurs qui gagnent plus que des chercheurs, on aura un problème aussi. Un jour, ce type, sa femme lui dit, bon, écoute, on vit dans 2 pièces avec les 3 enfants, on dégage, t'as un job aux États-Unis, on y part. Ouais. Et ils partent. La fuite des élites. Très bien. Passons au président Macron. Président Macron. Le futur, peut-être, candidat coup à la présidentielle. En tout cas, au moment où on enregistre cette émission, il n'est pas encore candidat. Bon, président Macron, qu'est-ce que je vais dire ? Bon, le président Macron, D'abord, il faut savoir qui c'est Macron. Macron, c'est le prototype du technocrate de gauche. C'est ça. Alors, tout le monde l'accuse de droite, pourtant. Oui, d'accord, oui, enfin, ça, c'est n'importe quoi. Macron a été élu par les gens de gauche. Ah oui, complètement. Et il a été élu par les gens de gauche, parce qu'il fallait bloquer la possibilité d'avoir un type comme comment il s'appelait Jean-Luc Mélenchon de droite. Marine Le Pen Fillon. D'accord. Bon. Il a été élu par la gauche. Il fallait... Et si vous regardez LREM, au moins la moitié des gens de LREM, c'est des gens du Parti Socialiste. Oui, c'est vrai. Donc, qu'on accepte, qu'on arrête de nous casser les pieds avec ça. Ensuite... il a mené une politique de droite. Il a mené une politique de droite. Qu'est-ce qu'il a mené ? Qu'est-ce qu'on peut appeler de droite ? Il a supprimé l'impôt sur la fortune, d'accord ? Qui n'est pas un impôt sur la fortune, il a supprimé l'impôt sur la fortune investie dans la bourse, etc. Voilà, c'est ça. Et puis, il a laissé l'impôt sur la fortune immobilière. Oui, c'est une taxe immobilière maintenant. C'est une taxe immobilière pour les gens qui habitent à Paris. Bah.
comme pas seulement à Paris, à l'île de Ré, vous citiez les pauvres types qui seront retrouvés parce que c'est devenu un coin chic et que les malheureux, ils sont massacrés. Bon, qu'est-ce qu'il a fait de droite encore ? Il a réduit certaines dépenses. Il a réduit, par exemple, les avantages sont donnés pour le logement, pour le logement, etc. Bon. La taxe d'habitation. Oui, enfin non, pas la taxe d'habitation. Oui, il a supprimé la taxe d'habitation. Bah, il a peur de la classe moyenne, qui en prend plein la figure. Et puis, il a aussi touché à la... Il n'a pas eu un quinquennat facile pour toi, ou finalement, aujourd'hui, ça reste... Oui, enfin, il n'a pas eu un quinquennat... Non, il n'a pas eu un quinquennat facile. Il est tombé avec tous les trucs. Bon, mais... Je suis désolé, au lieu de mettre de l'ordre un peu dans les finances publiques, on n'a toujours pas mis d'ordre dans les finances publiques. Et puis, il y a des renoncements de l'État que, personnellement, je trouve inacceptables. Souvenez-vous de l'aéroport de Nantes. Bon, moi, je ne sais pas, encore une fois, si c'était bien, si c'était pas bien. Je n'ai pas étudié le dossier en détail. Il demeure qu'un référendum a été fait localement qui a donné un résultat en faveur de l'aéroport par la population locale. Moi, c'est ça que je vois. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait ? Et théoriquement, la démocratie, c'est quand même la volonté du peuple. Jusqu'à nouvel ordre, c'est la tyrannie de la majorité. Complètement. Et maintenant, sous Macron, c'est de plus en plus la tyrannie des minorités. C'est les 500 couillons qui vivaient dans un bidonville créé sur place qui ont gagné. Il a arrêté la construction de trucs. Alors, encore une fois, je ne sais pas si c'était nécessaire ou non, mais si on l'a gardé pendant 10 ans, c'est qu'il y avait pas mal de gens qui pensaient que c'était nécessaire, notamment des socialistes. Quel conseil tu pourrais lui donner pour cette future présidentielle ? Le temps avance, on est bientôt à la fin de l'émission. Quel conseil je pourrais lui donner ? Je voudrais lui rappeler que l'État, ça existe, et qu'il faut ne pas céder au hurlement des minorités, ça c'est clair. Tocqueville disait il y a une tyrannie des majorités, ce qui était vrai en démocratie. Maintenant, la France, c'est la tyrannie des minorités. Alors, ça suffit. Des mecs qui ont 20% qui gagnent. Regardez, alors, le mieux, c'est les élections municipales. J'ai regardé tous les gens écolos qui ont été élus, y compris Hidalgo. Ils ont été élus, si on prend le total des gens qui peuvent voter, qui sont inscrits, avec 15% des voix. C'est ça la majorité, c'est ça des gens qui nous regardent. La majorité, aujourd'hui, elle ne s'exprime pas. Voilà. Donc, voilà des gens qui sont élus avec 15% des voix et qui font des politiques complètement délirantes. Alors moi, je dis à Macron, faut pas qu'il oublie il va être élu véritablement. Premier tour, après, on verra comment ça se répartit. S'il est réélu, il a été élu déjà avec 25% des voix. Oui, mais enfin, je crois que tous les présidents français ont été élus. Chirac a été élu avec 23%, Mitterrand, pareil. Bien sûr. Aujourd'hui, malheureusement, depuis un certain temps, on est élu quand même. Oui, mais ça pose un vrai problème de légitimité des actions. Alors donc, voilà, il faut simplement, il faut continuer à faire mettre de l'ordre dans les... Alors, évidemment, les finances publiques, Oui, de toute façon, ça c'est le message qu'on pourra donner à n'importe quel candidat, c'est de dire que l'urgence, les deux urgences en fait politiques sont finalement l'urgence climatique et être sûr qu'on apporte une réponse mesurée, et la deuxième, les finances publiques, parce que de toute façon la France va dans le mur, quoi qu'il en soit. Ah bah oui, la France va dans le mur, elle est déjà dans le mur. Et puis regardez aussi le coût de la main-d'œuvre. Je vais vous donner un exemple. Voilà, j'ai calculé le solde commercial français, la balance commerciale. Vous savez combien on a perdu, on a eu de déficit depuis 2004 ? 850 milliards d'euros de déficit. Qu'est-ce que ça veut dire, Richard ? Ça veut dire qu'on a acheté pour 850 milliards de plus qu'on a vendu. Ça veut dire que nos produits ne se vendent pas. Oui. Et pourquoi ils ne se vendent pas ? Parce qu'ils sont trop chers pour ce qu'ils valent. Les Allemands, de l'autre côté, ont eu l'équivalent de 1200 ou 1300 milliards d'excédents. Oui. Ça veut dire que leurs produits se vendent plus que ce qu'ils achètent. Oui, et pourtant, il fait bon à vivre en Allemagne aussi. Et oui, je crois qu'il fait bon vivre en Allemagne aussi. Bon, voilà. Alors ça, c'est... Moi, quand je regarde ça, je suis horrifié. Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait pour ça ? Est-ce qu'il y aurait déjà une piste qu'on pourrait donner à nos hommes politiques ? Il va falloir... Alors, en dehors de la finance publique... Attendez. Oui, là, on n'a pas assez de temps, là, en fait. C'est lié en partie à la finance publique. C'est que, si tu veux, le truc, c'est que si on veut réduire ça, il faut réduire le coût de la main-d'œuvre. Réduire le coût de la main-d'œuvre, c'est pas diminuer les salaires,
c'est surtout les coûts sociaux. Ouais. Et là, on revient à l'hôpital, on revient à tout ça. C'est des coûts sociaux gigantesques, c'est tout. On avance parce qu'il nous reste, il nous reste une dizaine de minutes. Valérie Pécresse pour la droite, du coup. Ah bah Valérie Pécresse, moi j'ai pas grand-chose à lui dire. La seule chose, c'est que bon, elle est théoriquement LR. Elle est LR. Ça a été une ministre avec tous les gens de droite depuis des années. Elle s'est pas mal débrouillée dans sa circonscription. Enfin, j'espère seulement que ça a été un peu une baby Chirac. J'espère seulement qu'elle va pas nous refaire du Chirac. Pourquoi ? Bah parce que il est une tradition de la gauche, de la droite française de faire une politique de gauche dès qu'ils sont au pouvoir. Bon, je pense qu'il va falloir... La droite s'est soumise à la gauche, en fait, c'est ça ce que tu veux dire. Continuellement. Et en avant, et je fais des chèques, et je fais des trucs, Bon, ça peut pas durer éternellement. Alors, moi, je veux bien, mais j'espère qu'elle va tenir les promesses. J'en suis pas sûr. Deuxièmement, j'aurais aimé qu'on réduise beaucoup plus de fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires, la ville de Paris, 58 000 fonctionnaires qui travaillent 30 heures par semaine. Même pas 35 heures. Si tous les fonctionnaires qui travaillent moins de 35 heures sont remis à 39 heures, on peut économiser beaucoup de gens. En combien de temps on va encore avoir des fonctionnaires qui travaillent 30 heures et qui ont ces 8 semaines de vacances, etc. C'est pas possible, on n'a pas les moyens. Alors, je vais dire, un exemple. On aurait les moyens, ça ne te gênerait pas. C'est parce qu'on n'a pas les moyens. C'est parce qu'on n'a pas les moyens. Mais non, mais si, ça me gêne, parce que le travail, je suis un vieux machin, je suis de ceux qui pensent que le travail, c'est une bonne chose, parce que ça nous met en valeur, ça nous permet d'être nous ce que nous sommes, et comme disait comment il s'appelait, Abraham Lincoln, c'est curieux, plus je travaille, plus j'ai de chance. Voilà. Bah, le travail, c'est... 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ben oui, ouais. Ben voilà. Alors, bon, moi, je veux bien qu'elle soit machin, mais qu'elle ne devienne pas chiracienne. Et en plus, alors, il y a... Parce qu'il y a aussi cette primaire avec Éric Ciotti qui s'est retrouvé au second tour. Mais je vais donner 2 exemples, moi, qui me préoccupent quand même beaucoup. Le premier, c'est l'immigration. Bon, bah, l'immigration... nous sommes à près de 14 millions de gens immigrés, première ou deuxième génération, mais enfin, 14 millions de gens qui, culturellement, sont... Bon, j'ai rien contre les immigrés, mais il y a des limites à ce que notre population puisse supporter. Alors, on va me dire, nous, on est pour le métissage, etc. Si le métissage, c'est non à Voltaire, je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est clair, je ne suis pas raciste, rien du tout, mais j'ai ma culture et je veux qu'elle soit défendue. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'il faut que nous ayons la possibilité de rester, d'avoir une administration, une fonction publique qui fonctionne bien. Je vais donner un exemple seulement. On nous dit partout qu'il n'y a plus de fonctionnaires pour aller voir les gens, dans les campagnes notamment. Oui. OK ? Bon. Alors expliquez-moi comment ça se fait, alors qu'on a embauché près d'1 million de fonctionnaires de plus dans les collectivités locales. Comment 1 million de fonctionnaires de plus peuvent-ils ne pas être là pour aider les gens ? Expliquez-moi. Moi, je ne suis pas intelligent, je ne sais pas. C'est du management, peut-être. Voilà. Passons au sulfureux, hein, du coup, l'homme qui a défrayé la chronique pendant des mois et des mois, Éric Zemmour. Bon, alors Zemmour, Bon, ils ont pas pris une photo. C'est pas très sympa au niveau de la prod, hein, la photo que vous avez pris quand même. Bon, Zemmour, il présente un énorme avantage. C'est qu'il dit des choses que les autres ne disent pas. Ok ? Ça, c'est vraiment... Et c'est intéressant parce que ces problèmes sont posés sur la table. On ne peut pas les mettre sous le tapis comme on le fait d'habitude. Ce n'est pas une mauvaise chose. La deuxième chose, c'est que j'ai... Est-ce que toi, en tant qu'économiste et en tant qu'ancien chef de la dette de la France, tu trouves que ce qu'il dit est plutôt juste dans cette façon nouvelle de dire les choses et qu'on n'a pas l'habitude d'avoir? Oui, c'est plutôt juste. Encore que les détails, on les connaît pas trop. Bon, on verra qui sera son ministre des Finances. Les détails, on les connaît pas trop et tout. Bon, mais c'est vrai que c'est plutôt juste.
Est-ce qu'on peut, là encore, je veux pas. Alors évidemment, on va me sortir, oui, encore un salaud de capitaliste de droite. Non, est-ce qu'on peut recruter? C'est pas moi qui ai dit qu'on peut pas accueillir toute la richesse du monde, toute la pauvreté du monde. Enfin, on peut pas. Il va y avoir en 2050, il y aura 2,5 milliards d'Africains. Ils vont venir en Europe. Ben, c'est la fin de l'Europe, c'est l'Afrique. J'ai rien contre l'Afrique. Moi, je collectionne des objets d'art africains, donc j'aime les Africains. Mais c'est pas l'Europe. Point. Qu'on le dise. Quant à lui, bah, il y a aussi un petit problème qui devrait un peu corriger, c'est éviter certains sujets provoques qui n'apportent rien. Comme Bah, par exemple, ces histoires sur Pétain. Bon, on s'en fout de Pétain. Je veux dire, Pétain, c'était en 1940. C'est pas vrai que Pétain a défendu. Enfin, la seule chose qu'il utilise pour défendre Pétain, c'est que Pétain n'a jamais voulu signer le décret qui dénaturalisait les Français. En ce sens, on peut dire qu'il a défendu le juif. Mais autrement, c'était un antisémite fou, acharné. Il a écrit les lois antisémites, donc c'est pas un type sympa. Mais bon. Après, qu'on arrête de nous parler de Pétain, on s'en fout de Pétain. Après, voilà, moi, la seule chose que je peux répondre à ce que tu dis, c'est que je trouve ça toujours très dur de juger l'histoire lorsqu'on est 60 ans ou 70 ans plus tard. Et puis puisque tu veux qu'on parle, puisque pour revenir sur Pétain, qui commence à me comme ça, parce qu'en étant 2020, on parle encore de Pétain, personne ne parle de la lettre que le Parti communiste français a envoyée à l'ambassadeur d'Allemagne en juillet 1940 pour demander la réouverture de l'humanité. Hein, dans lequel ils disent « Nous n'avons jamais collaboré avec le juif Mandel et le juif Blum ». Pour en parler, il y a quand même un mec qui est du Parti communiste qui présente aux élections présidentielles. Ils ont écrit ça. Alors, venir nous sortir, mon machin Pétain. D'accord. Passons à Marine Le Pen, du coup. Marine Le Pen, son problème, c'est que c'est toujours pareil. Elle est un peu entre deux chaises, parce qu'elle veut à la fois du populisme, machin, et puis elle veut du populisme, elle aime les pauvres, etc. Et puis en même temps, elle veut une politique qui soit plus dynamique, etc. Bon, il va falloir choisir un jour. C'est le populisme classique. Elle a récupéré une partie des voix du PC pendant des années. Hein. C'était sa façon de nettoyer un peu son image. Donc, elle se retrouve avec... elle est dans une situation un peu... Elle est un peu, comment dire... elle est un peu un porte-à-faux, parce que sa clientèle, c'est quand même des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est quand même des gens qui appartiennent au peuple. Et puis en même temps, c'est son idéologie, théoriquement, elle se voudrait un peu plus ouverte sur la bourgeoisie, etc. Donc, faire tenir tout ça, alors cela dit, les mouvements d'extrême droite ont toujours été très populistes, hein, faut pas rêver. Alors, donc Marine Le Pen, elle a fait des progrès, elle a dû apprendre depuis son désastreux face-à-face avec Macron, on parlait de l'écu, parlait de l'euro, etc. C'est n'importe quoi. Elle n'est pas très compétente. En économie en particulier. Est-ce que c'est une erreur pour toi qu'elle se représente justement après justement l'échec cuisant de la dernière écoute, je sais pas, j'avoue que il y a des gens comme ça qui restent éternellement, hein, qui se présentent éternellement. Ce que je pense, c'est que il y a toujours ce ressentiment profond vis-à-vis des élites, et qu'elle représente un peu une anti-élite, et pas du tout marquée comme Éric Zemmour. La question de fond, c'est que Le Pen, les Le Pen, c'est une création de François Mitterrand. Et que donc, il a transféré à la droite ce que les partis communistes jouaient à gauche pendant 40 ans. Il a interdit à la gauche non communiste d'arriver au pouvoir parce qu'on avait peur des communistes. Elle, à chaque fois qu'il y avait Le Pen, et c'est pour ça que Macron attend gentiment assis dans son fauteuil en disant « Dès que je l'ai en face de moi, je les liquide parce que les gens ne voteront pas Le Pen. » Voilà. Est-ce que du coup, la candidature d'Éric Zemmour est capable vraiment de lui apporter un préjudice ? On va voir. Le premier tour, ça va être compliqué. Hein. Et puis, il va y avoir des gens qui vont pas aller voter. Non. Ça va être très compliqué, le premier tour. Je ne sais pas qui va sortir. Elle pourrait ne pas sortir. Pour l'instant, elle est avant Pécresse, je crois.
Elle est juste avant Pécresse. Avant Pécresse. Donc, pourrait ne pas sortir. Est-ce que Pécresse... Oui, non, c'est... Alors là, pour l'instant, je suis incapable de faire un... Alors, je sais que tu as... Je pense que là, nos auditeurs l'ont parfaitement vu, c'est que tu as plutôt une philosophie de droite. Pour toi, aujourd'hui, en tout cas, s'il y avait tu n'es pas obligé de répondre, mais non, si tu avais un vrai choix, quel choix tu penses que c'est une candidature qui pourra... Parce qu'en fait, c'est pas la question de dire est-ce que c'est le candidat que j'ai envie de choisir par rapport à mon idéologie, mais le candidat ou la candidate qui pourrait, selon toi, incarner ce qu'il faut pour pouvoir résoudre les vrais problèmes de la France et l'amener vers la prospérité. Je crois qu'il n'y a aucun des candidats qui est capable de le faire. Aucun. Bon. Je suis très, très, très... Je trouve que c'est terrible. Terrible. Pour qui je vais... D'abord... Dire que je suis de droite. Oui, je suis de droite selon un certain nombre de canons. Enfin, être de droite, c'est quoi? Être de droite, c'est dire, bon, bah, je suis désolé, moi, on m'a appris tout petit, parce que mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, on m'a appris qu'il fallait pas dépenser plus qu'on gagnait, on m'a appris qu'il fallait travailler pour gagner, et puis j'ai travaillé, et puis j'ai réussi, pas mal. Et puis, donc, alors c'était ça, être de droite, hein. On m'a dit qu'il fallait respecter un peu les autres, etc., ce que je fais. Et en plus, je suis optimiste. Je suis optimiste et je pense que si on fait les choses bien, ça marche. Et ça marche toujours. Si on fait les choses pas bien, ça marche pas. Maintenant, tu me dis qui tu vas voter, je n'ai aucune idée. Je ne pense pas que je vais voter Zemmour. Pour l'instant, le programme qui nous sort, il dit des choses tout à fait vraies. L'immigration, on ne peut pas avoir une immigration qui monte à 25% de la population. C'est une guerre civile. C'est clair, s'il y a 25% de la population. Mais est-ce que économiquement il est capable de faire ce qu'il faut? À l'état où sont les finances publiques de la France et la dette de la France... La marge de manœuvre, elle est minime. Ou alors, ça va être un bain de sang. Je veux dire, il va falloir prendre des décisions terrifiantes. C'est Thatcher. C'est Thatcher qui était dans la même situation. Et elle a eu... Mais personne en France n'est capable de jouer Thatcher. D'accord. Alors, j'en profite pour ma dernière question, parce que ça y est, on a même dépassé le temps, et je remercie VL Media qui nous soutient dans le développement de cette émission. Et justement, j'avais une vraie question surprise, c'était surtout de te demander quel conseil tu pourrais donner à nos auditeurs, qui serait un conseil pour eux qu'ils peuvent garder. Pour les jeunes ou pour les... Pour les jeunes, pour tout le monde. Bon, quand même. Alors, je leur dirais d'abord que j'ai deux conseils. Pour les jeunes, je leur dis, allez vous balader à l'étranger. Allez passer 1 an, 2 ans, 3 ans à l'étranger si vous le pouvez, apprenez une langue, pour voir ce qui se passe ailleurs, pour voir que ce qu'on vous dit sur la France, c'est pas forcément la réalité du monde. Allez les voir. Moi, j'ai fait ça pendant 40 ans, et je peux vous dire que je sais ce que c'est que la France, je sais ce que c'est que le monde. C'est une première chose. La deuxième chose, il faut que le conseil, c'est qu'il faut que arrêter. Moi, je dis que j'en ai un peu assez de voir les gens qui pleurent. Les gens, les textes, les expressions comme les fragiles, la souffrance, enfin les fragiles, c'est pas des axes, c'est pas des verres en cristal, c'est la souffrance. Bon, arrêtez. Enfin, vous êtes des hommes, vous prenez en main et vous verrez qu'on peut y arriver. C'est pas vrai que le monde est désespérant. C'est pas vrai. Moi, je suis sorti, ma mère était vendeuse dans un grand magasin, et j'ai fait Sciences Po, et je suis rentré à la Banque de France, je suis allé à la Banque mondiale, parce que j'ai bossé, et qu'on vienne pas me dire que j'ai été pistonné par personne. Et en plus, l'héritage, j'en ai pas eu. J'ai hérité très exactement de mon père 20 000 euros. Et là, je vais aller loin avec 20 000 euros. Bon. Oui. Donc, courage. Il faut regarder les choses en face. Après tout, nous sommes partis d'un peuple où les mecs sont allés jusqu'à Moscou à pied par moins 30. Quand même, c'était quelque chose, nos ancêtres. Napoléon. Napoléon, c'est quelque chose. Oui, d'accord. Et as-tu un livre à nous conseiller? Oui, justement alors j'ai un livre que j'ai amené... Pardon. Non, pas de souci. Il paraît que... Voilà. J'ai amené un livre, alors là encore, c'est un livre facho et tout. C'est un truc qui... Je ne sais pas s'il existe toujours, mais je le conseille de le lire. Voilà, il est annoté. Je l'ai lu 5 fois. D'accord. Bon, je le lis, je m'en réfère très souvent, qui s'appelle La Société de Confiance. Je ne sais pas si je suis devant. Oui. La Société de Confiance. Juste à gauche de ton micro, pour le montrer. Voilà. Ça. La Société de Confiance. Par, alors, je vais me faire assassiner, Alain Peyrefitte. D'accord. Peyrefitte, oui.
Alain Peyrefitte, c'est un homme qui était normalien, anthropologue, avant de devenir un homme politique. Et il a écrit un ouvrage absolument prodigieux sur le développement. Comment on développe un pays, comment on enrichit un pays. Et tout est dit. Tout est dit. L'histoire les progrès, l'histoire de la lutte contre les cris dans l'Église catholique a massacré tout le développement dans le sud de l'Europe parce qu'elle a interdit les presses d'imprimerie, par exemple. Oui. Voilà, faut lire ce truc, c'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Voilà. C'est le meilleur conseil. Bouquin. Richard, un grand merci à toi. Hein. Je pense qu'on a passé un moment passionnant. Je pense qu'on pourrait rester des heures avec toi parce que tu es passionnant et tu es passionné aussi. S'il y a bien quelque chose que je sais en toi, c'est que tu es un grand amoureux de la France et que malgré tout ce qu'on a pu dire, j'espère qu'il reste quand même un peu d'espoir dans tout ça. Ce sera dur, mais il faut des gens courageux pour ça. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur cet échange qu'on a pu avoir avec Richard. Bien évidemment, c'est notre première émission. Nous sommes là justement pour vous écouter et recueillir avec vous le maximum de commentaires. Je vous remercie à tous et surtout, n'hésitez pas à nous poser d'autres questions. On les transmettra aussi à Richard. Je me permettrai de transmettre quelques questions si vous voulez continuer à échanger. Merci à vous. C'était Instant Politique fait par VL Media, Sunset Press et Wildcats Productions. On vous remercie à tous et on vous dit à très très bientôt pour une prochaine d'Instant Politique. Au revoir.